Médecin enceinte sauve un milliardaire pendant son accouchement, sans savoir qu'il est le père de son enfant. Des cris résonnent dans une rue animée d'Atlanta. Un homme gît immobile sur l'asphalte brûlant, une mare de sang s'élargissant sous sa tête. Les gens crient, les klaxons retentissent. Quelqu'un hurle, il ne respire plus. Alors, une femme en blouse médicale fend la foule, le ventre rond, le visage ruisselant de sueur. « Laissez passer. Je suis médecin », crie-t-elle en se jetant à genoux. Ses mains se posent sur le torse de l'homme. 1, 2, 3, compression. Mais une douleur fulgurante lui traverse le ventre. Sa poche des os se rompt, là, sur le trottoir. « Elle est en travail », s'écrie quelqu'un. Grace serre les dents, la voix tremblante. « Pas maintenant. Pas avant de l'avoir sauvée. » Quelques instants plus tôt. Le soleil déclinait sur Atlanta, traçant de longues bandes dorées sur Peachtree Street. La circulation était dense, les klaxons incessants, les pneus grinçaient, les voix impatientes résonnaient dans le battement du cœur de la ville. La docteure Grace Holloway sortait des portes coulissantes du Grady Memorial Hospital, les traits tirés par la fatigue. 9 mois de grossesse la faisaient marcher plus lentement que d'habitude. Elle remit son badge en place sur sa blouse et inspira l'air lourd de l'été. « Encore une semaine », murmura-t-elle en caressant son ventre. Son fils donna un petit coup, comme pour lui répondre. De l'autre côté de la rue, Elia Carter, milliardaire de l'immobilier, venait de quitter une réunion caritative au centre-ville. Vêtu d'un élégant costume gris, il lisait distraitement un message de son frère Marcus, sans remarquer la balle roulant sur le passage piéton, ni le petit garçon qui la poursuivait. Elia leva la tête juste à temps pour voir l'enfant entrer dans la rue. Sans hésiter, il se mit à courir. Et attention! Les pneus hurlèrent. Une berline noire surgit de nulle part, trop tard pour freiner. L'impact projeta Elia sur la chaussée, son téléphone glissant hors de portée. Pendant une seconde suspendue, la ville sembla se figer. Grace entendit le fracas avant de voir la scène. Ses réflexes prirent le dessus. Elle lâcha son sac et se précipita dans la foule amassée autour de l'homme à terre. « Appelez le 911 » cria-t-elle en s'agenouillant. Son pouls était faible, sa respiration haletante, du sang coulait de sa tempe. Ses mains tremblantes pressèrent son torse. « Restez avec moi. Allez, respirez pour moi. » Un inconnu tenta de la retenir. « Madame, vous êtes enceinte, laissez quelqu'un d'autre. » « Je suis médecin », coupa-t-elle sèchement, commençant les compressions. « Comptez avec moi. 1, 2, 3. » La sueur ruisselait sur son visage alors que les sirènes approchaient. Une douleur déchirante la fit s'arrêter net. « Elle accouche » cria quelqu'un. Grace serra les dents. « Pas maintenant » siffla-t-elle, continuant les compressions. « Allez, battez-vous. » Une nouvelle contraction la plia, mais elle refusa d'abandonner. « Seigneur, je t'en supplie, ne le laisse pas mourir. » Enfin, un souffle. Elia toussa faiblement, sa poitrine se souleva. « Tout va bien » souffla Grace, les larmes aux yeux. « Vous allez vous en sortir. » L'ambulance arriva, gyrophares allumés. Les secouristes accoururent. « On prend le relais, docteur. » Grace hocha la tête, épuisée. « Il a une hémorragie interne, gardez la pression ici » murmura-t-elle avant de s'effondrer sur l'asphalte. « Madame, vous accouchez. On vous emmène aussi » lança un ambulancier. Les 2 corps furent hissés sur des brancards, l'un inconscient, l'autre à bout de souffle. L'ambulance fusa à travers les rues encombrées d'Atlanta, sirène hurlante. À l'intérieur, la docteure Grace Holloway serrait les barres du brancard tandis qu'une nouvelle contraction la secouait. À côté d'elle, les secouristes tentaient de stabiliser l'homme qu'elle venait de sauver sans savoir qu'il changerait sa vie à jamais. « Sa tension chute » cria un secouriste, pressant sur la plaie d'Elia. « On le perd à nouveau. » Grace se redressa malgré la douleur. « Laissez-moi faire. Il saigne du flanc gauche. Pincez plus bas, pas plus haut. »« Docteur, vous êtes en plein travail » protesta-t-il. Sa voix se fit dure, autoritaire. « Faites-le, sinon il mourra. » L'homme obéit.
Le moniteur cardiaque se stabilisa, faible mais régulier. Grace retomba, haletante, les larmes se mêlant à la sueur. « Seigneur, ne nous laisse pas mourir. » L'ambulance entra dans la baie d'urgence du Grady Memorial. 2 brancards sortirent à la hâte, l'un couvert de sang, l'autre de liquide amniotique. Les médecins et infirmières s'activèrent. Dilaté à 9 cm, membrane rompue, cria une infirmière. Patient masculin, traumatisme contondant, perte de sang massive, annonça une autre. Sous les néons, la vision de Grace se brouilla. Maintenez la pression sur son flanc, ne le perdez pas, murmura-t-elle avant qu'une nouvelle contraction ne la terrasse. Le temps se dissout dans le chaos. Dans la salle de traumatologie, le cœur d'Elia ralentit à nouveau. Intubation, vite, hurla le chirurgien. Le sang remplissait les tubes d'aspiration tandis que les infirmiers s'activaient avec précision. De l'autre côté du couloir, Grace hurlait sous la douleur. « Poussez, docteur Holloway. Poussez !» Elle serra les dents. « Dites-moi juste, il est vivant ?» Une infirmière hésita. « Ils se battent pour lui. » C'était suffisant. Grace agrippa les côtés du lit, rassembla ses dernières forces. « Alors je me battrai aussi », murmura-t-elle. Son cri déchira la pièce brute, viscérale, héroïque suivie du son miraculeux d'un nouveau-né respirant pour la première fois. Une infirmière souleva le petit corps fragile, encore relié par le cordon ombilical. « C'est un garçon. » Grace sourit faiblement, les larmes coulant sur ses joues. « Micah, il s'appelle Micah », souffla-t-elle avant de perdre connaissance. Des heures plus tard, le calme retomba sur l'hôpital. Les machines bourdonnaient doucement. Grace se réveilla dans une chambre faiblement éclairée, une perfusion au bras, la douleur irradiant son corps. Sa première pensée ne fut pas pour elle-même. « L'homme de l'accident, il est en vie ?» demanda-t-elle. L'infirmière hocha la tête. « Il est encore dans un état critique, mais il a survécu à la chirurgie. Vous l'avez sauvé. » Les lèvres de Grace tremblèrent. Un soulagement immense la submergea. « Merci, Seigneur », murmura-t-elle. À travers la fenêtre, elle aperçut la lumière douce de la nurserie. Une infirmière berçait un minuscule bébé. « Votre fils est fort, » dit-elle. « C'est un battant. » Comme sa mère, répondit Grace dans un faible sourire. Ailleurs dans l'hôpital, un homme qu'elle ne connaissait pas encore reprenait son souffle grâce à elle. Et elle, grâce à lui. Dans une autre chambre, Elia Carter bougea légèrement sous l'anesthésie. Ses paupières battirent faiblement tandis que les machines bipaient à côté de lui. Pendant une seconde, entre rêve et conscience, il vit le visage d'une femme. Une peau brune luisante de sueur, des yeux emplis d'une détermination farouche. Il ne savait pas qui elle était, ni pourquoi sa voix résonnait encore dans son esprit. Mais au fond de lui, quelque chose murmura. « Elle t'a sauvé pour une raison. » Et pour la première fois depuis des années, Elia Carter pria. Le monde revint à Grace Holloway par fragments. Le bip régulier d'un moniteur, l'odeur antiseptique de l'air hospitalier. La douleur sourde au creux de son ventre. Quand elle ouvrit enfin les yeux, la lumière du jour filtrait à travers les stores, traçant des bandes dorées sur sa couverture. Pendant un instant, elle ne se souvint plus d'où elle était. Puis elle vit la perfusion dans son bras, le bracelet d'hôpital à son poignet. Et son cœur se serra. « Micah » murmura-t-elle, la panique montant. L'infirmière à ses côtés sourit doucement. « Votre bébé va bien, docteur Holloway. Il est en soins intensifs néonataux. Mais il respire tout seul maintenant. » Des larmes emplirent les yeux de Grace. « Merci, Seigneur » souffla-t-elle, posant une main tremblante sur sa poitrine. « Vous devriez vous reposer » ajouta l'infirmière en ajustant la perfusion. « Vous avez perdu beaucoup de sang pendant l'accouchement. C'est un miracle que vous vous en soyez sortis, tous les deux. » Grace hocha faiblement la tête. « Et, l'homme de l'accident ? Celui que j'essayais d'aider ?» L'infirmière hésita. « Il est en vie. Dans un état critique, mais stable après la chirurgie. » Grace laissa échapper un souffle tremblant de soulagement. « Bien, » murmura-t-elle, les yeux se fermant un instant.
Quand elle les rouvrit, l'infirmière était partie. Le silence ne dura que quelques instants avant que des voix ne filtrent à travers le rideau. La famille de Monsieur Carter vient d'arriver, dit quelqu'un. Il demande de la discrétion à cet étage. Le cœur de Grace s'arrêta. Carter? Balbutia-t-elle. Non, ce n'est pas possible. Quelques secondes plus tard, sa meilleure amie Tasha entra en trombe, tenant un bouquet et un téléphone. Ma fille, tu es passée aux infos, s'exclama-t-elle, haletante. Tu as sauvé un homme en plein accouchement. Les gens t'appellent l'ange médecin d'Atlanta. Grace gémit doucement. Je ne veux pas être célèbre, Tasha. Je veux juste voir mon bébé. Tasha hésita, baissant la voix. Tu vas vouloir voir ça aussi. Elle lui tendit le téléphone. Le titre s'affichait en lettres capitales. Le milliardaire Elia Carter dans un état critique après un délit de fuite, sauvé par une docteure enceinte. L'estomac de Grace se serra. Elia Carter? Tasha hocha lentement la tête. Le même. Celui du gala de la Fondation Carter. Grace, c'est lui. La couleur quitta le visage de Grace. Son pouls s'emballa. Non, c'est impossible. Si, insista Tasha. C'est l'homme de cette nuit-là. La main de Grace trembla sur la couverture. Les souvenirs revinrent d'un coup. Les lumières du gala, la danse lente. La tristesse silencieuse dans ses yeux. La manière dont il avait prononcé son prénom comme un secret. Cette nuit-là, celle qui avait tout changé. Et maintenant, il était là, vivant, grâce à elle. Mon Dieu, murmura Grace, s'enfonçant dans l'oreiller. Qu'est-ce que je suis censé faire? Dis-lui la vérité, dit doucement Tasha. Il mérite de savoir. Grace secoua la tête. Il ne peut pas. Pas maintenant. Il se bat pour sa vie, et je ne peux pas laisser mon erreur détruire sa paix. Avant que Tasha ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. Une infirmière passa la tête. Docteur Holloway, les visites à la néonat commencent. Souhaitez-vous voir votre fils? Grace acquiesça rapidement, reconnaissante pour la diversion. Dans l'unité de soins intensifs néonataux, le bourdonnement des machines emplissait l'air. Une infirmière plaça le minuscule bébé dans ses bras roses, fragiles. Sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec la régularité d'un souffle divin. « Salut, mon ange » murmura-t-elle, les larmes coulant librement. « C'est juste toi et moi maintenant. » Elle posa ses lèvres sur son front. « Tu es mon miracle, Mika. Toi, et l'homme que Dieu m'a permis de sauver. » Pendant ce temps, 2 étages plus haut, Elia Carter remuait dans son lit d'hôpital. Ses yeux s'ouvrirent à la lumière aveuglante et au bourdonnement d'un respirateur. Une infirmière se pencha sur lui. « Bienvenue parmi nous, Monsieur Carter. Vous êtes resté inconscient pendant 2 jours. Vous avez eu beaucoup de chance. Une femme vous a sauvé la vie. » La voix d'Elia, rauque et faible, gronda à peine. « Qui? » C'était une docteure, très enceinte, d'après ce qu'on m'a dit. Il fronça légèrement les sourcils. Une image lui revint, son visage penché au-dessus du sien. Sa peau brune luisant de sueur, ses yeux pleins de feu et de compassion. « Elle m'a sauvé » murmura-t-il avec un souffle d'émerveillement. « Oui » répondit l'infirmière. La docteure Grace Holloway. Le souffle d'Elia se bloqua à ce nom. Grace. Quelque chose, profondément enfoui en lui, se réveilla. Une mémoire qu'il ne parvenait pas à saisir. Il ne savait pas pourquoi ce nom sonnait comme un foyer. Mais son cœur, faible comme il était, le savait déjà. 6 mois plus tôt. Atlanta scintillait sous un ciel de verre et d'ambition. Des limousines s'alignaient devant l'entrée circulaire du gala de la Fondation Carter. Le plus prestigieux événement caritatif de la ville. La musique s'échappait du grand hall. Violon, jazz feutré, éclats de rire résonnant sur le marbre. À l'intérieur, la docteure Grace Holloway se tenait figée près de l'entrée, serrant sa petite pochette empruntée comme un bouclier. La robe bleue nuit qu'elle portait n'était pas la sienne, c'était celle de Tasha, prêtée pour une seule soirée. « Ma fille, tu es magnifique » murmura Tasha en ajustant une mèche de ses cheveux. « Souviens-toi, tu n'as qu'à sourire, discuter un peu. »
Et peut-être parler à quelqu'un avec un gros chéquier. Grace lui lança un regard ironique. Tasha, je suis venu pour faire du réseau, pas pour chasser. Ton renouvellement de licence coûte 10 000 $, coupa Tasha. L'hôpital a suspendu ton contrat. Tes prêts étudiants te dévorent vivante. Tu as besoin de cette soirée, Dr Holloway. Grace soupira, déchirée entre sa conscience et sa détresse. Juste une nuit, murmura-t-elle pour elle-même. De l'autre côté du bal, Elia Carter ajustait ses boutons de manchette. Avec ce charme fatigué qu'ont les hommes qui ont trop perdu. Milliardaire, philanthrope, veuf. La ville le connaissait sous ces noms, mais ce soir, il se sentait vide. Il était là pour les apparences. Entouré de champagne, de politiques et de requins déguisés en bienfaiteurs. Monsieur Carter. Lança un membre du conseil. Vous devez être fier, affluence record cette année. Elia força un sourire poli. C'est pour une bonne cause, répondit-il, balayant la salle du regard à la recherche d'une échappatoire. C'est alors qu'il la vit. Une femme près du buffet, jouant nerveusement avec son verre. Essayant de passer inaperçue sans y parvenir. Quelque chose dans sa posture, à la fois digne et incertaine, le captiva. Leurs regards se croisèrent. Une seconde suspendue au milieu du tumulte. Avant même d'y penser, il marchait vers elle. On dirait que vous détestez ces soirées autant que moi, dit-il d'une voix grave et douce. Grace sursauta, puis esquissa un sourire. Si évident que ça? Je reconnais un prisonnier de gala à des kilomètres. Il sourit. Elia Carter. Elle hésita, puis tendit la main. Grace. Pas de nom de famille? Taquina-t-il. Juste Grace, pour ce soir. La conversation coula plus naturellement qu'elle ne l'aurait cru. Ils parlèrent de musique, de la superficialité des galas. De son rêve d'ouvrir un jour une clinique pour femmes. Elia l'écoutait vraiment. Ses yeux restaient accrochés aux siens, comme s'il n'avait plus regardé personne depuis des années. Pour la première fois de la soirée, il rit. Ne le prenez pas mal, dit-il. Mais vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui fréquente ce genre d'endroit. Je ne devrais pas être ici, admit-elle. J'ai failli ne pas venir. Alors je suis content que vous soyez venu. Quelque chose dans sa voix fit battre son cœur un peu plus vite. Les lumières s'adoucirent, un morceau de jazz emplit la salle. Les couples affluèrent sur la piste. Elia lui tendit la main. Dansez avec moi, juste Grace. Elle hésita, puis la prit. Son toucher était chaud, rassurant. Le monde autour d'eux sembla disparaître. Vous me faites tout oublier, murmura-t-il. Peut-être que c'est dangereux, répondit-elle à voix basse. Peut-être que c'est ce dont j'ai besoin. Des heures plus tard, les bouteilles étaient vides, les discours finis. Les lumières tamisées. Grace se tenait sur la terrasse de l'hôtel. Regardant les lumières de la ville briller au loin. Elia la rejoignit doucement. Vous êtes différente, dit-il. Vrai. Elle se tourna vers lui. Et vous, vous êtes seule. Il ne nia pas. Il fit un pas vers elle. Peut-être qu'on n'a pas besoin de l'être, pas ce soir. L'air devint lourd, chargé d'un silence éloquent. Quand il l'embrassa, elle ne résista pas. C'était mal, mais cela ressemblait à une forme de miséricorde. Deux âmes brisées trouvant un peu de chaleur dans un monde froid. Plus tard, dans le silence de son pentouse, Grace murmura contre son torse. Juste une nuit. Il hocha la tête, traçant doucement sa joue du bout des doigts. Juste une nuit. Et au matin, elle était partie, ne laissant derrière elle que le léger parfum de lavande, un mot griffonné, merci. Et un silence qui résonnerait dans leur vie à jamais. Le lendemain du gala, Grace Holloway se réveilla dans une lumière éblouissante et avec une vive douleur de remords. Les draps sentaient le cèdre et une légère odeur de parfum masculin. Le lit était plus grand que tous ceux où elle avait dormi. Un instant, elle ne sut plus où elle était. Puis les souvenirs la frappèrent, le gala, le champagne, la danse. Et l'homme dont le toucher avait été à la fois étrange et familier, Elia Carter. Son cœur s'emballa. Elle se redressa d'un bond, apercevant sa petite pochette empruntée sur la commode. La pièce était silencieuse,
à part le souffle de la climatisation. Elia n'était pas là. Son côté du lit était vide, l'oreiller froid. Tant mieux. Cela rendait le départ plus facile. Elle griffonna un mot sur le papier à en-tête de l'hôtel. Merci pour tout. Ce n'était qu'une nuit. Puis elle quitta le Penthouse aussi discrètement qu'elle y était entrée. Dehors, Atlanta s'éveillait déjà, baignée de soleil, la lumière se reflétant sur les tours de verre et les capots de taxi. Grace aperçut son reflet dans la vitre d'une voiture. Cheveux en désordre, mascara effacé, regard perdu. Pendant un instant, elle se demanda ce que cela ferait de rester, de le revoir, de lui expliquer pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. Mais elle chassa cette pensée. C'était de la survie, rien d'autre. Un mois plus tard, elle se tenait dans sa minuscule salle de bain, fixant un test de grossesse. 2 lignes roses. Ses genoux fléchirent avant même que la vérité ne la frappe pleinement. Elle s'effondra sur le sol, tremblante. Non, non, non. Un autre test, puis un autre. Même résultat. Tasha la trouva assise sur le carrelage, le visage enfoui dans les mains. Grace, parle-moi. Qu'est-ce qu'il se passe? Grace leva le test sans un mot. Les yeux de Tasha s'agrandirent. Seigneur! Je ne peux pas maintenant. Pas quand je n'arrive même pas à payer mon loyer, pas quand mon renouvellement de licence est encore bloqué. Je ne peux pas élever un enfant seul. Tasha s'agenouilla près d'elle, l'enlaçant. Tu es forte, Grace. Tu as survécu à pire. Pas à ça, murmura Grace en secouant la tête. Il ne connaît même pas mon nom de famille. Et je ne saurais même pas où le retrouver, même si je le voulais. Alors ne le fais pas, dit doucement Tasha. Tu ne lui dois rien. Pense à toi, et à ce bébé. Dieu ouvrira une voie. Grace ne répondit pas. Son esprit était un tumulte de peur et de culpabilité. Elle ne savait pas si la vie en elle était une punition ou une grâce. 3 mois plus tard, elle se trouvait dans le bureau du doyen du Atlanta Medical Center, plaidant sa cause. J'ai rempli toutes les heures requises, docteur m'a listé. J'ai juste besoin que le formulaire de renouvellement soit traité, s'il vous plaît. L'homme aux cheveux gris croisa les doigts. Vous avez manqué la date limite de paiement, docteur Olay. Je comprends votre situation, mais les règles sont les règles. La gorge de Grace se serra. Donc, c'est fini. Tant que vous n'aurez pas réglé les frais restants, votre licence restera suspendue. Elle quitta le bureau, les larmes au bord des yeux. Le couloir devint flou, son monde rétrécissant à chaque pas. Lorsqu'elle rentra chez elle, un avis d'expulsion était déjà collé à sa porte. Elle posa les mains sur son ventre. « C'est juste toi et moi maintenant, mon bébé, » murmura-t-elle. « Je vais trouver une solution. » À l'autre bout de la ville, Elia Carter siégeait dans une salle de réunion entourée de verre, de richesse et de vide. Son assistant lui parlait de pertes trimestrielles, mais son esprit était ailleurs. Cela faisait des mois depuis cette nuit, et il n'avait pas cessé de penser à elle Grace, cette femme sans nom au regard bienveillant, partie avant l'aube. Il avait cherché discrètement, même engagé quelqu'un pour vérifier la liste des invités du gala. Rien. Aucun nom, aucune trace. Il se disait que ça n'avait pas d'importance. Elle avait fait son choix, et lui avait un empire à diriger. Pourtant, certaines nuits, lorsqu'il rentrait dans son Penthouse, le silence devenait si pesant qu'il croyait presque entendre son rire résonner entre les murs. Son frère Marcus remarqua le changement. « Tu dérapes, Ellie » dit-il un matin en lançant un rapport sur le bureau. « T'es distrait depuis le printemps. Tu cours encore après des fantômes ?» Elia fronça les sourcils. « Lâche-moi, Marcus. » Marcus esquissa un sourire ironique. « Comme tu veux. Mais souviens-toi, la nostalgie ne paie pas les factures. Les gens comme nous n'ont pas droit aux contes de fées. » Elia ne répondit pas. Il ne croyait pas aux contes de fées non plus, mais cela ne l'empêchait pas de la regretter. Pendant ce temps, Grace trouva un emploi dans une petite clinique communautaire à Decca, grâce au contact de Tasha. Le salaire était modeste, mais elle pouvait de nouveau exercer la médecine et retrouver un sens à sa vie. Le soir, elle restait souvent tard, aidant des mères célibataires qui lui rappelaient trop sa propre histoire.
Docteur Gress, vous devez vous reposer, lui dit une infirmière. Gress sourit faiblement. Je me reposerai quand mes patientes le feront. En sortant, l'air était lourd et sentait la pluie. Elle posa une main sur son ventre, sentant le bébé donner un coup. On va s'en sortir, mon trésor. Peut-être qu'on n'a pas grand-chose, mais on aura l'amour. Le tonnerre grondait au loin. Une voiture noire passa dans la rue, silencieuse, vitres teintées. À l'intérieur, Elia Carter roulait en silence, regardant défiler les maisons usées et les trottoirs fissurés. Il se rendait sur un site d'investissement immobilier. Mais quand il aperçut le panneau clignotant Gress Community Health, quelque chose se serra dans sa poitrine. Il ne sut pas pourquoi ce mot Gress lui semblait murmuré par le passé. Il demanda à son chauffeur de continuer. Et Gress, debout sous l'auvent de la clinique, regarda la même voiture passer, songeant « J'ai déjà vu cette voiture quelque part ». Pendant un bref instant, l'air vibra entre eux d'une reconnaissance qu'aucun ne comprit. Puis le feu passa au vert, et le destin continua sa route. Toujours séparés. Toujours en quête. Mais plus proches qu'ils ne l'imaginaient. Retour au présent. Le matin filtrait à travers les stores de l'hôpital Grady Memorial, illuminant les murs pâles et les couloirs silencieux. La tempête de la veille était passée, laissant une paix fragile derrière elle. Gress Oley se réveilla, le corps douloureux mais le cœur plus léger. Son petit garçon, Micah, était au service néonatal, stable et en bonne santé. Pour la première fois depuis des jours, elle pouvait respirer sans peur. Mais quand l'infirmière lui annonça que l'homme qu'elle avait sauvé était réveillé, son cœur s'arrêta presque. « Monsieur Carter a repris conscience il y a 1 heure », dit l'infirmière en souriant. « Il demande à rencontrer la docteure qui lui a sauvé la vie. » Gress se figea. « Carter. »« Oui, Elia Carter. Vous savez, le Elia Carter, le milliardaire des galas de charité. » La bouche de Gress s'assécha. « Seigneur » murmura-t-elle. « C'est vraiment lui. » L'infirmière rit doucement. « Il a eu de la chance que vous soyez là. On dit que sa survie relève du miracle. » Gress tenta de sourire, mais son estomac se noua. Ce n'était pas de la chance. C'était le destin. Cruel et divin à la fois. L'homme qu'elle avait essayé d'oublier, celui dont elle portait encore le souvenir dans son cœur, et dont elle venait de donner naissance à l'enfant, se trouvait 2 étages au-dessus d'elle. Elle attendit que l'infirmière parte avant d'appeler Tasha. « Il est réveillé » murmura-t-elle dans le téléphone. « Elia est réveillé. » Tasha hurla presque. « Quoi ? Oh mon Dieu ! Tu dois lui dire, Gress. Il mérite de savoir que ce bébé est le sien. » La gorge de Gress se serra. « Non, pas maintenant. Il se remet à peine, et je ne peux pas lui faire face. Gress, s'il te plaît. » Tasha, je t'en supplie, l'interrompit-elle, la voix tremblante. J'ai à peine survécu à l'accouchement en lui sauvant la vie. Je ne peux pas affronter ça maintenant. Un silence pesa. Puis Tasha soupira doucement. Très bien, mais tu ne pourras pas te cacher éternellement. La vérité finira par sortir. Gress raccrocha, fixant le mur. Son amie avait raison. Mais elle n'était pas prête. Pas prête à affronter son jugement. Pas prête à voir la honte dans ses yeux. Pas prête à raviver cette douleur. 2 étages plus haut, Elia était assis dans son lit d'hôpital, le torse bandé, la respiration faible mais régulière. La chambre sentait le désinfectant et les roses. Un cadeau de sa mère, Evelyn Carter, qui venait de partir après 1 heure à le dorloter. Il fixait le plafond, revoyant par éclair l'accident, le crissement des pneus, la douleur, le chaos puis elle, le visage de la femme. Une peau brune luisante sous la pluie, des yeux à la fois farouches et pleins de douceur. « Qui était-elle » demanda-t-il encore à l'infirmière. « C'est l'une des nôtres, le docteur Gress Oley, » répondit-elle. « Elle se remet en bas, à la maternité. Elle a accouché la même nuit où elle vous a sauvé. » Elia cligna des yeux, stupéfait. « Elle a, quoi ? » « La femme la plus forte que j'ai jamais vue, » dit l'infirmière avec fierté. « Vous lui devez la vie, monsieur Carter. » Elia esquissa un léger sourire, une rare douceur brisant son expression habituellement fermée.
Oui, je suppose que oui. Grace, elle, essayait de l'éviter. Pendant 2 jours, elle refusa chaque invitation à le rencontrer. Mais au 3e matin, le destin s'en mêla. Alors qu'elle revenait du service néonatal, une voix familière la figea. Docteur Hollet. Son cœur se serra. Lentement, elle se retourna. Elia se tenait à quelques pas, pâle et debout, soutenu par une infirmière. Même blessé et bandé, il dégageait cette même autorité calme, cette présence qui avait déjà fait battre son cœur des mois plus tôt. Un instant, aucun des deux ne parla. Puis les yeux d'Elia s'adoucirent. « Vous m'avez sauvé la vie. » Les lèvres de Grace s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. « J'ai seulement fait ce que n'importe qui aurait fait. » Non, répondit-il doucement. Vous avez fait ce que personne d'autre n'aurait pu faire. Je me souviens de votre voix. Vous ne cessiez de dire « Ne meurs pas ». Grace ravala ses larmes. Je suis juste heureuse que vous soyez vivant. Il sourit légèrement. Vous étiez à la soirée de charité, il y a quelques mois, n'est-ce pas? Son cœur manqua un battement. J'assiste à beaucoup d'événements caritatifs, monsieur Carter. Il pencha la tête, la dévisageant. Je n'oublie jamais un visage. Grace força un sourire poli. Vous devriez vous reposer. Vous êtes encore en convalescence. Elle se détourna précipitamment, avant qu'il ne puisse poser d'autres questions. Mais sa voix la suivit dans le couloir. Grace, pourquoi ton nom me donne-t-il l'impression de le connaître depuis toujours? Ses pas hésitèrent, mais elle ne se retourna pas. Cette nuit-là, Grace était assise près de la fenêtre du service néonatal, observant Mika dormir, ses minuscules doigts enroulés autour des siens. Tu as ses yeux, murmura-t-elle, la voix tremblante. Seigneur, que suis-je censé faire? Un message arriva de Tasha. Tu ne peux pas fuir éternellement. Grace répondit. Juste un peu plus longtemps. De l'autre côté de l'hôpital, Elia, toujours éveillée, fixait le plafond. Sa mère entra discrètement, ses talons claquant sur le carrelage. Tu devrais dormir, dit Evelyn, déposant un bouquet sur la table de nuit. J'ai rencontré la docteure qui m'a sauvé, dit Elia doucement. Evelyn sourit. Alors tu as rencontré un ange. Elle est différente, murmura-t-il. Il y a quelque chose chez elle que je n'arrive pas à effacer. C'est comme si... Il secoua la tête. Comme si je l'avais déjà vue. Evelyn posa la main sur son bras. Peut-être que tu devais la rencontrer. Le lendemain, Grace rangea ses affaires, prête à quitter l'hôpital. Elle jeta un dernier regard vers l'ascenseur qui menait aux étages supérieurs. Adieu, Elia, murmura-t-elle. Tu ne sauras jamais ce que tu représentes pour moi. Mais au moment où elle se retourna, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Il était là, appuyé sur une canne, pâle mais déterminé, ses yeux accrochés aux siens. Tu n'allais quand même pas partir sans me dire au revoir, n'est-ce pas? Dit-il doucement. Grace se figea, le cœur battant à tout rompre. Monsieur Carter, vous devez vous reposer. Il fit un pas prudent vers elle. Alors dis-moi pourquoi j'ai l'impression que tu fuis. Sa voix se brisa. Parce que c'est vrai. Leurs regards se croisèrent, pleins de douleur, de passé et d'un lien plus profond encore. Avant qu'elle ne puisse répondre, une infirmière appela son nom. Le charme se rompit. Grace se détourna et s'éloigna, laissant Elia figée, plus convaincue que jamais que la femme qui lui avait sauvé la vie cachait bien plus qu'un secret. Les jours suivants à Grady Memorial passèrent dans un brouillard. Pour Elia Carter, c'était une nouvelle existence, une vie empruntée. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait la pluie aveuglante, le choc, et la femme qu'il avait ramenée du bord de la mort. Ces mêmes yeux le hantaient encore. Il devait la retrouver. Derek, dit-il d'une voix ferme malgré sa faiblesse, découvre tout ce que tu peux sur le docteur Grace Hollet. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Répondit son assistant. Tu viens juste de sortir de chirurgie. Laisse-la souffler un peu aussi. Elia serra la mâchoire. Elle cache quelque chose, je le sens. Ce n'était pas seulement de la compassion dans son regard. Derek soupira. D'accord, je ferai une recherche discrète.
Et n'en parle surtout pas à ma famille, ajouta Elia. Surtout pas à ma mère. Pendant ce temps, Grace quittait la maternité. Ses papiers de sortie étaient signés. Mika était assez fort pour rentrer avec elle minuscule, chaud, parfait dans ses bras. « Tu es sûr que ça va ?» demanda Tasha. « Tu es encore pâle. »« Ça ira, » répondit doucement Grace. « On a juste besoin d'un peu de paix, d'un nouveau départ. » Tasha la fixa longuement. « Il ne va pas arrêter de te chercher, tu sais. Un homme comme Elia Carter, s'il veut des réponses, il les obtiendra. » Le cœur de Grace se serra. « Alors je dois m'assurer qu'il ne les trouve pas. » Elle embrassa le front de son fils. « On recommence à zéro, mon bébé. Juste toi et moi. » Le soir venu, elles s'installèrent dans une petite maison de location du sud de la ville, 2 chambres, peinture écaillée, mais pleine de chaleur. Grace posa le berceau de Mika à côté de son lit et soupira pour la première fois depuis des jours. À la demeure Carter, Evelyn versait le thé dans le jardin d'hiver, s'adressant à son fils aîné avec son calme habituel. « Tu devrais te reposer, Elia. Tu as vécu un miracle. Ne cours pas après des ombres. » « Je ne poursuis pas des ombres, maman. Je dois la retrouver. Je lui dois la vie. » Les yeux d'Evelyn s'adoucirent. « Alors envoie-lui des fleurs, pas des enquêteurs. » « Ce n'est pas si simple. » Evelyn esquissa un sourire complice. « Avec toi, ça ne l'est jamais. » Marcus entra, téléphone à la main. « Tu es en tendance, grand frère. Le milliardaire sauvé par une docteure enceinte. Tu es viral. » Elia le foudroya du regard. « Tu t'amuses bien, hein? Le public veut son nom. Je le révèle? » « Non, » répondit vivement Elia. « Elle mérite son intimité. » Marcus ricana. « Toi, protéger quelqu'un de l'attention des médias? Ne me dis pas que tu as déjà des sentiments. » « Ça suffit, » coupa Evelyn. Quelques jours plus tard, Derek revint avec un dossier. Elia, le cœur battant, l'ouvrit. Grace Oley, ancienne résidente en obstétrique, licence suspendue pour non-renouvellement. Actuellement en poste à temps partiel dans une clinique communautaire ADK. Elia effleura la photo du doigt. Souriante, professionnelle, mais l'image ne rendait pas justice à la femme qui l'avait vue. « Elle t'a sauvé la vie, » dit Derek doucement. « Mais on dirait qu'elle a traversé l'enfer. Où est-elle maintenant? » Derek hésita. « Ce n'est pas clair. Elle a quitté la clinique 2 jours après l'accident. Pas d'adresse connue. » Le regard d'Elia se durcit. « Continue de chercher. » Grace, elle, vivait dans l'ombre. Pas de réseaux sociaux, pas de visites, pas de traces. Mais chaque fois qu'elle berçait Mika, la culpabilité la rongeait. « Tu mérites un père qui te connaisse, » murmura-t-elle. « Mais je ne peux pas te l'offrir, pas encore. Peut-être jamais. » Une semaine plus tard, alors qu'elle faisait des courses, elle leva la tête vers la télévision du magasin. Le milliardaire Elia Carter remercie la docteure mystérieuse qui lui a sauvé la vie. L'écran montrait Elia, souriant faiblement, debout derrière un pupitre. « Je dois ma seconde chance à une femme qui m'a rappelé que la grâce n'est pas qu'un prénom, c'est un don. » Le sol sembla vaciller sous elle. Ses mains tremblaient. Elle abandonna son panier et sortit précipitamment, le cœur battant. Il se souvenait de son nom. Et dans la salle, Evelyn Carter, assise au premier rang, observait son fils avec une fierté mêlée d'inquiétude. Quand l'événement prit fin, elle lui serra doucement la main. « Tu as retrouvé ta raison d'être. » Elia esquissa un léger sourire. « Ou peut-être que c'est elle qui m'a retrouvé. » Cette nuit-là, il resta assis dans son bureau, contemplant les lumières de la ville. Il avait tout, l'argent, la famille, le pouvoir. Et pourtant, il sentait qu'il lui manquait encore quelque chose. La femme qu'il avait sauvée n'était pas seulement son miracle. Elle était la phrase inachevée de son histoire. Dans le silence de la pièce, il murmura. « Je te retrouverai, Grace. Je te le promets. » De l'autre côté de la ville, Grace tenait Mika contre elle, debout près de la fenêtre de leur petite maison. Le son du journal télévisé s'estompait derrière elle. La pluie recommença à tomber, douce et rythmée,
exactement comme la nuit où elle avait ramené Elia à la vie. Elle ignorait qu'à des kilomètres de là, la voiture d'Elia quittait déjà l'allée de son manoir, sa détermination plus ardente que jamais. Leur chemin allait à nouveau se croiser. Cette fois, pas par hasard, mais par destin. Un mois plus tard, le monde entier connaissait son nom. Tout commença par une seule photo. Un cliché pris sur le vif montrant Grace Oley sortant d'une épicerie, son bébé dans les bras. Quelqu'un l'a reconnue grâce au communiqué de presse de l'hôpital sur « la docteure enceinte qui avait sauvé Elia Carter ». En quelques heures, les réseaux sociaux explosèrent, #AngèleDoctor devint viral. Les blogs fouillèrent ses anciens dossiers. Les journalistes envahirent le quartier de Decca où elle vivait. Grace voulait la paix, mais c'est la célébrité qui la trouva. « Grace, il faut que tu dises quelque chose », dit Tasha en faisant les 100 pas dans le salon pendant que des micros se pressaient contre les vitres. « Ils ne s'arrêteront pas tant que tu n'auras pas parlé. » Grace berçait doucement le petit Mika. « Je ne veux pas d'attention. Je veux juste protéger mon fils. Fille, tu as sauvé l'homme le plus riche de Géorgie. Ce genre d'histoire ne disparaît pas, il se multiplie. » Grace soupira. « Il en fait déjà assez. Tu as vu les infos ? Il a lancé un fonds médical à mon nom. Il ne sait même pas que c'est moi la raison pour laquelle ce fonds existe. » Tasha croisa les bras. « Il te cherche, Grace. Tu as vu sa dernière interview. » À la télévision, Elia se tenait à une conférence de presse, calme et élégant, mais ses yeux trahissaient une quête désespérée. « Elle a changé ma vie, disait-il. Et si elle m'écoute, je veux qu'elle sache que je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas remerciée comme il se doit. » 2 jours plus tard, Grace reçut une lettre officielle remise par un coursier. En célébration du service héroïque du docteur Grace Oley, nous vous invitons à être publiquement honoré lors du gala annuel de la Fondation Carter. Les mains tremblantes, elle lut à voix basse. « Oh non! Il m'attire de nouveau dans son monde. » Tasha sourit. « Ou peut-être que l'univers te rend service. Tu ne peux pas te cacher éternellement. Laisse-le au moins te dire merci en face. »« Je ne peux pas. Et s'il me reconnaît ? » ?»« Il te reconnaît déjà, Grace. Il ne sait juste pas encore pourquoi. » Le soir du gala arriva malgré tout. Grace faillit ne pas y aller, mais la lettre était insistante. Et quelque chose en elle murmurait qu'elle avait besoin de tourner la page. Elle se rendit donc à l'événement, vêtue d'une robe couleur champagne prêtée par Tasha. Ses boucles retenues à la hâte, son cœur battait à tout rompre. La salle de bal brillait de 1000 feux, entre les lustres et le murmure des conversations. Les flashs crépitaient tandis que milliardaires et politiciens se mêlaient autour de coupes de champagne. Grace resta près du fond de la salle, espérant passer inaperçue. Mais les murmures la suivirent dès son entrée. C'est elle, la docteure qui a sauvé Elia Carter. Elle est encore plus belle en vrai. Grace inspira profondément. Respire, passe ce moment, puis part discrètement. À l'avant, Elia prit la parole. Il semblait différent, plus fort, plus apaisé, mais la flamme dans ses yeux était la même. « Ce soir, dit-il, nous honorons quelqu'un dont le courage nous rappelle la véritable signification du mot grâce. » Un projecteur balaya la salle et s'arrêta sur elle. « Docteur Grace Oley, dit Elia avec un sourire léger, voulez-vous me rejoindre sur scène ?» Des applaudissements éclatèrent. Grace se figea. Tasha lui donna une petite tape. « Allez, fonce !» Ses jambes tremblaient tandis qu'elle montait sur scène sous les flashs. Elia tendit la main pour l'aider à grimper. Leurs doigts se touchèrent, le temps s'arrêta. Son souffle se coupa. Ses yeux à lui s'écarquillèrent, un éclair de reconnaissance. « Toi ?» murmura-t-il à peine. Grace répondit tout bas. « S'il te plaît, ne fais pas de scène. » Il serra légèrement sa main avant de se tourner vers le public. « Mesdames et messieurs, la femme qui a risqué sa vie, et celle de son enfant pour sauver la mienne. » Une ovation éclata. Grace sourit faussement, le cœur battant à toute allure. Elia se pencha vers elle, sa voix à peine audible. « On s'est déjà rencontrés, pas vrai ? C'était il y a longtemps. Le gala, la terrasse. Tu as disparu avant l'aube. » Elle se figea. L'air vibrait entre eux.
Il sourit doucement, la douleur dans le regard. Et tout ce temps, j'ai cru t'avoir rêvé. Il lui remit une récompense gravée. Mais ces mots suivants, murmurés pour elle seule, la bouleversèrent. Tu n'étais pas seulement ma sauveuse, Grèce. Tu es celle que je n'ai jamais oubliée. Après la cérémonie, les journalistes se ruèrent sur eux. Elia la protégea d'un geste, la main dans son dos, l'entraînant dans un couloir isolé. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il enfin. Les yeux de Grèce se remplirent de larmes. « Parce que ça ne devait pas se passer ainsi. Tu as disparu. Pas de numéro, pas de nom. Je t'ai cherché. Je sais. » Sa voix se brisa. « Et pendant tout ce temps, tu avais un bébé. » Grèce retint son souffle. Il cligna des yeux, comprenant soudain. « Cette nuit-là, Grèce, est-ce que… » Les larmes coulèrent sur ses joues. « S'il te plaît, pas ici. Réponds-moi. C'est mon fils ?» Elle détourna le regard, murmurant. « J'ai essayé de faire ce qu'il fallait. Je ne voulais pas que tu te sentes piégé. Tu avais ton monde, j'avais le mien. » Il fit un pas vers elle, plus doux. « Je me fiche des mondes. Je veux juste la vérité. » Elle leva les yeux vers lui, et il la vit dans son regard avant même qu'elle ne parle. « Oui, » souffla-t-elle. « C'est ton fils. » Elia inspira brusquement, bouleversé. « Mon Dieu! Ne me déteste pas, s'il te plaît. »« Te détester ?» répéta-t-il. « Tu m'as sauvé 2 fois, une fois dans la rue, et encore maintenant. » La musique de bal monta depuis la salle. Une mélodie lente et douce résonna dans le couloir. Elia la regarda avec la même tendresse que des mois auparavant. « Danse avec moi, Grèce. »« Elia !» hésita-t-elle, les larmes aux yeux. Il lui tendit la main. Plus de fuite. Et cette fois, elle ne s'enfuit pas. Lorsqu'il la serra contre lui, le monde s'effaça. 2 âmes, réunies après avoir tourné autour l'une de l'autre à travers la douleur, les miracles et la grâce elle-même. Mais au loin, un flash d'appareil photo les captura, immortalisant leurs secrets dans un seul instant volé, que le monde entier allait bientôt découvrir. La nuit du gala sembla un rêve dont Grèce ne voulait pas se réveiller. Les lumières, les applaudissements, les bras d'Elia autour d'elle. Mais au matin, le rêve se brisa. Une photo, prise dans ce couloir, fit la une de tous les journaux d'Atlanta. L'héroïne d'Elia Carter, docteur ou amante secrète. L'image était intime. Trop intime, la main d'Elia sur son dos, le visage de Grèce mouillé de larmes, leur corps proche. Les tabloïds n'avaient pas besoin de vérité. La photo suffisait. Grèce se réveilla au son de son téléphone vibrant sans arrêt. Avant même qu'elle ne décroche, la voix de Tasha jaillit. « Fille, ne regarde pas en ligne. Ne le fais pas. »« J'ai déjà vu, » murmura Grèce, serrant la couverture. « Ils disent que je l'ai utilisé. Ils disent pire. Certains parlent de piège. Que Mika n'est pas une coïncidence. » Grèce posa une main tremblante sur ses yeux. « Mon Dieu !» Et l'équipe d'Elia ne dit rien. Ce silence, les médias s'en nourrissent. Le cœur serré, Grèce souffla. « Je dois arranger ça avant que ça ne le détruise. »« Et toi ?» répliqua Tasha. « C'est toi qu'ils salissent. » Grèce regarda le berceau où dormait paisiblement Mika. « Je peux supporter ça. Mais je ne laisserai pas mon fils grandir en entendant le nom de son père couvert de honte. » Pendant ce temps, au manoir Carter, l'atmosphère était lourde. La table du dîner était couverte de journaux. Evelyn Carter était assise à la tête de la table, les lèvres serrées tandis qu'elle parcourait le titre de l'article. « Elia, c'est inacceptable, » dit-elle d'une voix calme mais tranchante. « Ta vie privée est devenue un cirque public. » Elia se pencha en avant, les coudes sur les genoux, la fatigue gravée dans chaque ligne de son visage. « Ce n'est pas ce qu'ils disent, mère. »« Grèce n'est pas. »« Pas quoi ?» l'interrompit Marcus, avachi avec son café. « Ta maîtresse d'un soir, ta sauveuse secrète ou la mère de ton enfant. Choisis, parce que le monde l'a déjà fait pour toi. » Evelyn lui lança un regard noir. « Assez. »« Non, il doit l'entendre, » répliqua Marcus, les yeux brillants de malice.
Tu t'es caché des médias pendant des semaines, et soudain tu présentes cette femme sur scène. À quoi t'attendais-tu? Je n'ai rien planifié de tout ça. Explosa Elia, perdant son calme. Elle m'a sauvé la vie, Marcus. Ce n'est pas un scandale, c'est grâce à elle que je respire encore. Marcus eut un petit sourire moqueur. Et l'enfant, il respire grâce à quoi? Parce que cette photo ressemble plutôt à un portrait de famille. Elia se figea. Qu'est-ce que tu as dit? Marcus lança une grande enveloppe brune sur la table. Les médias creusent. Quelqu'un a divulgué des dossiers hospitaliers. Il y a un certificat de naissance, Ellie. Le bébé s'appelle Mika au lait. Aucun père indiqué, mais les dates. Il ne termina pas. Il n'en avait pas besoin. Les mains d'Elia tremblaient en ouvrant le dossier. L'empreinte minuscule du pied de Mika, en bleu, ornait le document. La date de naissance correspondait à celle de l'accident. Le monde sembla vaciller. « Oh mon Dieu !» murmura Elia. Evelyne tendit la main. « Elia !» Il se leva brusquement, sa chaise raclant le sol de marbre. « Je dois la voir. Maintenant !» Le cœur de Grace manqua un battement lorsqu'elle entendit frapper à la porte. Elle l'ouvrit lentement. Elia se tenait là, dans la lumière grise du matin, vêtu d'un costume bleu marine qui ne cachait pas la douleur dans ses yeux. « On peut parler ?» demanda-t-il doucement. Grace hésita, puis s'écarta. À l'intérieur, Mika babillait dans son transat. Le regard d'Elia se posa sur lui. L'air sembla changer. Il s'avança, les genoux tremblants. « Il me ressemble ?» Sa voix se brisa. « C'est mon fils. » Grace ne répondit pas, elle n'en avait pas besoin. Des larmes emplirent les yeux d'Elia tandis qu'il s'agenouillait près du bébé. Mika leva les yeux vers lui, curieux, avant de lui sourire ce même sourire en coin qu'Elia voyait chaque matin dans le miroir. « J'ai tout raté » murmura-t-il. Son premier cri, son premier souffle. « Tu n'étais pas censé faire partie de tout ça » répondit Grace, la voix brisée. « Je ne voulais pas que ton monde nous dévore, lui et moi. »« Mon monde » répliqua-t-il, mêlant colère et chagrin. « Grace, notre enfant mérite de connaître son père. »« Et quel genre de père serait-ce » s'écria-t-elle. « Un milliardaire entouré de caméras, de procès et de ragots ? Je voulais qu'il soit en sécurité. Je voulais la paix. Une paix bâtie sur un mensonge. Ce n'était pas un mensonge. C'était de la survie. » Il fit un pas vers elle, plus doux maintenant. « Grace, je me fiche du monde. Qu'ils parlent, qu'ils inventent. Nous, on peut écrire notre propre histoire. » Grace détourna le regard, les larmes coulant sur ses joues. « Ce n'est pas si simple. » Il la retourna doucement vers lui. « Ça peut l'être. » Le silence s'installa. Puis Mika gazouilla, brisant l'instant. Elia sourit à travers ses larmes. « Il me reconnaît » murmura Grace. « Il t'a toujours reconnu, même avant que moi je l'admette » répondit-elle. Mais la paix fut de courte durée. Le soir même, des journalistes campaient devant la maison. Les flashs perçaient les rideaux. Tasha, postée à la porte, criait sur quiconque s'approchait trop. « C'est de la folie. Elle a un nouveau-né ici. » À l'intérieur, le téléphone de Grace vibrait sans arrêt. Messages de soutien, mais aussi d'insultes. Profiteuse, menteuse, voleuse de mari. L'équipe de relations publiques d'Elia tentait d'éteindre l'incendie, mais la rumeur allait plus vite que la vérité. Le lendemain matin, les gros titres étaient partout. Elia Carter aurait secrètement eu un enfant avec la docteure héroïne. Le conseil d'administration de la Carter Foundation convoqua une réunion d'urgence. Les caméras encerclaient l'entrée. Evelyne accompagna son fils. « Ce n'est pas ta vie privée qui nous inquiète » déclara froidement un directeur. « Mais la confiance des donateurs est en jeu. » Evelyne redressa le menton. « Le caractère de mon fils parle plus fort que les rumeurs. »« Pas quand les rumeurs concernent un héritier illégitime » ricana un autre. Elia frappa du poing sur la table. « Surveillez vos mots. » Le silence tomba. Il redressa son costume, la voix ferme. « Vous voulez la vérité ? Très bien. Grace Oley est la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Elle m'a sauvé 2 fois. Et oui,
Cet enfant est le mien. Je n'en aurai jamais honte. Des exclamations parcoururent la salle. Les caméras à l'extérieur captèrent chaque mot. Evelyne le regarda, partagée entre fierté et crainte. Tu viens de t'offrir les gros titres pour des mois. Elia sourit faiblement. Alors qu'ils écrivent sur l'amour, pour une fois. Quand Grace vit la conférence de presse, elle éclata en sanglots. Il l'avait choisi. Pas en secret, mais au grand jour. Ce soir-là, la sonnette retentit encore. Cette fois, Elia n'était pas seule. Evelyne se tenait à ses côtés, élégante, digne. Grace se figea. Evelyne sourit doucement. Je crois que des félicitations s'imposent. Puis-je entrer? Grace acquiesça timidement. Evelyne observa la petite maison. Son regard s'adoucit en voyant Micah endormie dans son berceau. Elle s'approcha, les yeux humides. Il a tes yeux, Elia, murmura-t-elle. Et la bouche têtue de mon mari. Grace eut la gorge serrée. Je n'ai jamais voulu vous le cacher. Evelyne esquissa un sourire. Je sais, ma chère. Ça se voit à la façon dont tu le regardes, et dont tu regardes mon fils. Grace posa les yeux sur Elia, remplis de chaleur et de douceur. Et maintenant? Demanda-t-elle. Il lui prit la main. Maintenant, on arrête de survivre. On commence à vivre. Les semaines passèrent. La tempête médiatique s'apaisa. Les titres changèrent, on parlait désormais de charité, de courage, de rédemption. Elia et Grace faisaient peu d'apparitions, mais toujours côte à côte fiers, sereins, sans honte. Micah devint le symbole silencieux d'autre chose, non pas d'un scandale, mais de l'espoir. Et un dimanche paisible, dans le jardin des Carter, Elia mit un genou à terre. Grace au lait, dit-il, la voix tremblante, tu m'as sauvé la vie, donné un fils, et montré ce que signifie vraiment la grâce. Laisse-moi passer ma vie à le mériter. Grace porta une main à sa bouche, les larmes aux yeux. Elia? Oui. Elle sourit à travers ses larmes. Tu as mis le temps. Ils se marièrent au printemps, non pas dans un grand hôtel, mais dans le petit jardin où leur fils avait fait ses premiers pas. L'hymne préféré de Simon Carter résonnait doucement. Tasha, radieuse, tenait le bouquet. Evelyne essuyait discrètement ses larmes. Marcus, toujours moqueur, leva son verre. Quand Elia embrassa sa femme sous la lumière du matin, il murmura contre ses lèvres. Tu n'as jamais été mon scandale. Tu étais mon miracle. Le soleil se glissait à travers les grandes vitres du manoir Carter, peignant de reflets dorés le sol de marbre. Pour la première fois depuis le début de tout cela, depuis cette nuit chaotique, l'hôpital, le scandale et la tempête. Grace Soleil Carter se réveilla en paix. Et cette paix ne venait ni du luxe ni du confort, mais de la chaleur constante du bras d'Elia autour de sa taille, du rire de Micah dans la nurserie, et de la certitude que, peut-être, cette seconde chance était bien réelle. Mais la paix ne signifie pas que tout serait facile. Grace était assise à sa coiffeuse, brossant ses cheveux pendant qu'Elia, derrière elle, boutonnait ses poignets de chemise. Son reflet, élégant dans sa chemise bleu marine, calme mais concentré, lui rappela à quel point leur monde avait autrefois été éloigné. « Tu es sûr que ça te va, la visite de la presse aujourd'hui » demanda Elia. « Tu n'es pas obligé si c'est trop pour toi. » Grace croisa son regard dans le miroir. « Ça va. Je peux gérer quelques interviews. » Il fronça légèrement les sourcils. « Ce n'est pas juste quelques-unes. La Fondation Carter attire des sponsors, des médias, des caméras, et maintenant que tu es. Maintenant que je suis ta femme, termina-t-elle doucement. Elia esquissa un sourire et se pencha pour déposer un baiser sur son épaule. Tu t'en sortiras très bien. Tu sauvais déjà des vies avant que j'entre dans la tienne. Je sauvais des vies, oui, taquina-t-elle, mais je ne portais pas de talons à ce moment-là. Il rit. Tu t'y habitueras. Grace se tourna vers lui, posant une main sur son bras. Ne me laisse jamais m'y habituer. À la fin de la matinée, la maison bourdonnait d'activité. Des maquilleurs et des photographes remplissaient le salon. Des assistants installaient des éclairages doux et des décors fleuris pour un reportage intitulé « Une journée dans la vie du couple préféré d'Atlanta ».
Grace s'efforçait de sourire, répondant poliment aux questions sur la maternité et son nouveau rôle au sein de l'initiative médicale de la Fondation Carter. Comment vivez-vous la transition entre votre rôle de médecin communautaire et celui de personnalité publique? Demanda une journaliste. Grace rit doucement. C'est différent, mais ma mission reste la même. Je veux toujours aider les femmes et les enfants à obtenir les soins qu'ils méritent. La seule différence, c'est que ma voix porte un peu plus loin désormais. Assis à côté d'elle, Elia ajouta. C'est elle la raison pour laquelle le programme médical de la Fondation existe. Moi, je ne fais que signer les chèques. La salle éclata de rire, et pendant un instant, tout parut léger. Jusqu'à ce qu'une autre journaliste se penche en avant. Docteur Carter, il y a des rumeurs selon lesquelles la suspension de votre licence médicale était liée à des difficultés financières. Que répondez-vous à cela? La question tomba comme une gifle. Grace cligna des yeux, puis afficha un sourire poli. Oui, j'ai eu des difficultés. Je ne le nie pas. Mais je crois qu'aucun médecin ne devrait perdre le droit d'exercer à cause de l'argent. C'est pour cela qu'Elia et moi élargissons notre programme de bourse pour aider ceux qui sont passés par là, comme moi. Les journalistes approuvèrent d'un murmure, et Elia lui serra la main sous la table. Mais plus tard, une fois l'équipe partie, elle sentait encore la brûlure de la honte ancienne. Tu t'en es très bien sorti, dit Elia en regardant les fourgons s'éloigner. Peut-être, soupira Grace, mais je déteste que les gens continuent de fouiller dans mon passé. Il lui releva doucement le menton. Grace, ton passé rend ton histoire puissante. N'en sois jamais honteuse. Cet après-midi-là, Evelyn Carter passa à la maison, le sourire aux lèvres et une douzaine de questions en tête. Depuis le mariage, elle s'était adoucie, même si sa réserve naturelle ne l'avait jamais quittée. Tu t'adaptes bien, j'espère? Demanda-t-elle en s'asseyant avec élégance sur le canapé. J'apprends, répondit Grace en souriant. Cette maison est plus grande que mon ancien immeuble tout entier. Evelyn rit doucement. Tu finiras par trouver ton rythme. Mais ne laisse pas le personnel trop te gâter. Elia entra à ce moment-là, portant Mika dans ses bras, serrant une petite girafe en peluche. Grand-mère est là, dit-il en levant le bébé. Le visage d'Evelyn s'adoucit aussitôt. Elle prit Mika dans ses bras, souriante, tandis qu'il tirait sur son collier. Toi, jeune homme, tu régneras sur cette maison un jour. Grace rit. C'est bien ce qui m'inquiète. Mais en les observant Evelyn, Elia et Mika, elle réalisa à quel point l'amour pouvait reconstruire ce que la vie avait brisé. Alors que la maison retrouvait son calme, Grace reçut une visite inattendue. Docteur Malisté, son ancien supérieur à l'hôpital, se tenait sur le perron, un petit bouquet de lys blanc à la main. Ses cheveux grisonnants et ses yeux fatigués reflétaient des années d'autorité sévère. Docteur Holt, commença-t-il formellement. Ou devrais-je dire Docteur Carter? Maintenant? Grace esquissa un sourire gêné. Docteur Malisté, je ne m'attendais pas à vous voir. Je suis venu m'excuser, dit-il, à sa grande surprise. Quand votre licence a été suspendue, j'aurais dû me battre davantage pour vous. J'ai laissé la bureaucratie gagner. Grace sentit ses yeux picoter. Vous ne me devez rien, monsieur. Si, je vous dois beaucoup, répondit-il fermement. Ce que vous avez accompli pour monsieur Carter, pour vous-même a inspiré de jeunes médecins. Vous nous avez rappelé pourquoi nous avons choisi ce métier. Les larmes montèrent aux yeux de Grace. Merci. Et pour ce que ça vaut, ajouta-t-il avec un sourire, le conseil médical a réexaminé votre dossier. Votre licence complète est rétablie. Grace resta bouche bée. Quoi? Vraiment? Vous êtes officiellement la docteure Grace Carter à nouveau. Fini, la bénévole communautaire. Elle porta une main à sa bouche, riant et pleurant à la fois. Merci, docteur Malisté. Vraiment. Plus tard dans la nuit, Elia se tenait seule dans son bureau, contemplant les jardins baignés de lune. Les derniers mois avaient été magnifiques, mais fragiles. Le public murmurait encore sur leur mariage. Certains disaient qu'ils l'avaient épousée par culpabilité, d'autres qu'elle l'avait fait pour la sécurité. Ils savaient que tout cela était faux, mais les mots peuvent blesser, même lorsqu'ils sont mensongers. Ariana,
Si tu lis cette lettre, cela signifie que je n'ai pas eu la chance de te le dire en face. Je t'ai fait du tort. J'ai pris tes enfants parce que je croyais que le monde ne pardonnerait jamais à ma fille d'aimer un homme qu'il ne verrait jamais comme suffisant. Mais la vérité, c'est que Marcus Coleman était tout ce que je n'étais pas. Courageux, honnête, bon. Je le vois maintenant. Prends soin de lui. Il saura garder ton cœur en sécurité, comme je n'ai jamais su le faire. Papa. Ariana serra la lettre contre sa poitrine, les larmes coulant sur ses joues. Ce n'était pas une absolution, mais c'était quelque chose, une offrande de paix de la part d'un homme qui avait bâti toute sa vie sur le contrôle. Quand Marcus revint du garage, elle lui tendit la lettre sans dire un mot. Il la lut en silence, puis la replia soigneusement et la remit dans l'enveloppe. Il a enfin compris, murmura Marcus. Il en aura mis du temps. Ariana hocha la tête. Trop fier pour aimer, hein? Peut-être que c'est sa façon de dire qu'il est désolé. Marcus effleura sa main. Alors pardonnons-lui ensemble. On ne peut pas élever nos garçons dans la colère du passé. Ariana sourit à travers ses larmes. Tu trouves toujours les bons mots. 2 semaines plus tard, la ville célébrait sa foire annuelle de Riverban. Des tentes colorées bordaient les rues, la musique résonnait de partout, et l'air sentait le sucre et les gâteaux frits. Les Coleman, désormais traversaient la foire comme s'ils y avaient toujours appartenu. Marcus portait Malik sur ses épaules, Ariana tenait Reggie par la main, tandis que Zion courait en avant, remportant un ours en peluche au jeu des anneaux. Photo de famille, cria Reggie en agitant la main vers le photographe. Marcus gémit avec un sourire. Oh non, vous savez bien que je ne suis pas photogénique. Ariana rit. Tu es parfait comme tu es. Allez, souris avant que je commence à poser toute seule. L'appareil cliqua. La photo captura bien plus que des visages, elle saisit un miracle en mouvement. Une famille reconstruite par le pardon et la foi. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, une journaliste locale s'approcha. Monsieur et Madame Coleman, commença-t-elle. Ariana rougit au mot Madame, mais ne la corrigea pas. Votre histoire est devenue une inspiration pour beaucoup ici. Du drame à la réunion, c'est une bénédiction. Quel message voudriez-vous transmettre à ceux qui traversent une perte? Marcus réfléchit un instant. Je leur dirai de ne pas laisser la douleur écrire le dernier chapitre. Si vous tenez bon, l'amour finit toujours par retrouver le chemin de la maison. Ariana ajouta doucement. Et le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une liberté. Nous avons trouvé la nôtre dans la même rivière qui avait presque tout emporté. La journaliste sourit. C'est magnifique. Merci à vous. Ce soir-là, une fois les enfants endormis, Marcus et Ariana s'assirent à nouveau sous les étoiles, leur petit rituel désormais. La balançoire grinçait doucement, accompagnée par le chant des grillons. Tu penses parfois à ce qui vient après, Harry? Demanda Marcus d'une voix calme. Après? Que veux-tu dire? Je veux dire, nous. Son cœur s'emballa. Nous? Il hocha la tête. On a traversé la tempête, et on s'en est sorti. Toi et les garçons, vous êtes ma famille. Je ne peux plus imaginer ma vie sans vous. Les yeux d'Ariana s'adoucirent. Tu n'as pas besoin de l'imaginer. Il sourit, fouillant dans sa poche. Tant mieux, parce que j'espérais que tu rendes tout ça officiel. Sa respiration se coupa en voyant la petite boîte de velours. Marcus, ce n'est rien de luxueux, dit-il vite. Pas de diamants gros comme Atlanta. Mais c'est vrai. C'est nous. Il ouvrit la boîte, une simple bague en or, ornée de 3 petites pierres gravées des initiales Z, M et R. Je l'ai faite pour toi, dit-il. Comme ça, où que tu ailles, tu porteras toujours nos garçons avec toi. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'il s'agenouillait. Ariana Banks, veux-tu m'épouser? Elle porta une main à sa bouche. Tu n'as pas osé dire mon nom complet. Il sourit. Fallait bien rendre ça officiel. Elle rit à travers ses larmes et hocha la tête. Oui, Marcus Coleman. 1000 fois oui. Il glissa la bague à son doigt, et avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, elle l'embrassa longuement, tendrement, comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Les lucioles brillaient autour d'eux, et pour une fois,
ni l'un ni l'autre n'avaient besoin de fuir leur passé. Le mariage fut intime, célébré dans leur jardin sous des guirlandes lumineuses et un coucher de soleil digne d'une bénédiction divine. Les triplés portaient des costumes assortis et accompagnaient leur mère jusqu'à l'autel, tandis que Ronnie officiait avec un sourire si grand qu'il semblait éternel. « Tu es sûr d'être prêt pour tout ça, monsieur Coleman ?» chuchota Ariana. « Prêt depuis le jour où tu es sorti de cette rivière, » répondit-il. Leur vœu était simple, sincère. « Je t'ai perdu une fois, » dit Marcus, la voix chargée d'émotion. « Mais Dieu m'a donné une seconde chance. Et cette fois, je ne la lâcherai plus jamais. » Ariana prit ses mains. « Tu m'as appris ce que l'amour veut vraiment dire. Pas celui qui brille, mais celui qui dure. Je passerai le reste de ma vie à te prouver que je le mérite. » Quand ils s'embrassèrent, la foule éclata en acclamations. Les garçons crièrent de joie. Même Ronnie essuya une larme discrète. À mesure que la nuit avançait, les rires se mêlaient à la musique douce. Les étoiles semblaient danser au rythme de leur bonheur. Ariana regarda autour d'elle, les visages qu'elle aimait, ses fils, son mari, leur maison. Elle comprit alors que la richesse n'avait jamais eu quoi que ce soit à voir avec l'argent. C'était dans les mains qui serraient les siennes, les voix qui l'appelaient maman, et l'homme qui avait attendu la moitié de sa vie pour l'aimer à nouveau. Le printemps suivant, Riverban était plus verdoyante que jamais. Les triplés avaient grandi, toujours bruyants, toujours en train de se chamailler pour tout du basket-ball au corvée. Ariana et Marcus avaient ouvert un petit centre communautaire, le River Hope Center, offrant bourse et mentorat aux jeunes défavorisés. Le projet était financé par l'héritage d'Ariana de l'argent qu'elle avait juré de ne plus jamais laisser dormir. Lors de l'inauguration, elle déclara devant la foule. « J'ai longtemps cru que réussir signifiait construire des murs autour de son cœur. Mais la vérité, c'est qu'il faut les abattre et laisser l'amour entrer. Ce centre est pour chaque enfant à qui l'on a dit qu'il n'était pas assez bien. Parce que vous l'êtes. Vous l'avez toujours été. » Marcus se tenait à ses côtés, la fierté visible sur son visage. Quand les applaudissements cessèrent, Malik tira sur sa main. « Maman, on fera une statue de toi un jour. » Elle rit. « Commençons déjà par de bonnes notes, d'accord ?» Ce soir-là, ils retournèrent au bord de la rivière qui avait failli tout leur prendre. Ariana murmura. « C'est fou, que ce qui a presque causé ma noyade soit devenu la raison pour laquelle j'ai appris à respirer. » Marcus passa un bras autour de ses épaules. « C'est ça, la vie, ma belle. Parfois, la tempête, c'est juste le Seigneur qui fait de la place pour l'arc-en-ciel. » Elle sourit, la tête posée sur sa poitrine, tandis que le courant brillait sous la lune. Derrière eux, les triplés lançaient des cailloux sur l'eau. Chaque ricochet semblait promettre un avenir bâti non sur la peur ou la richesse, mais sur la foi, l'amour et les liens indestructibles de la famille. Et tandis que la rivière murmurait sa chanson éternelle, Ariana sut une chose avec certitude. Peu importe où la vie les mènerait, ils étaient déjà rentrés à la maison. L'été enveloppait Riverban d'une chaleur épaisse, bourdonnante de cigales et parfumée de chèvrefeuille. La maison des Coleman, autrefois symbole de chagrin, vibrait désormais de vie. Ariana, pieds nus dans la cuisine, riait pendant que les triplés se poursuivaient autour de la table avec des pistolets à eau. « Vous allez finir par vous casser le cou !» cria Marcus depuis le porche, feignant de se fâcher malgré le sourire qui lui échappait. « Détends-toi, papa !» lança Zion en se cachant derrière le comptoir. « On se rafraîchit juste un peu. »« Ouais !» ajouta Reggie. « Maman a dit qu'on pouvait s'amuser. » Marcus arqua un sourcil. « Ah bon ? Votre maman a dit ça ?» Ariana éclata de rire, essuyant ses mains avec une serviette. « Je l'ai fait. Ce sont des garçons, Marcus. Laisse-les être un peu sauvages. » Il entra dans la maison, l'eau ruisselant sur son jean tandis que les garçons se dispersaient. « Une minute ici, ça ressemble à toute une tempête, » dit-elle en souriant, la tête penchée. « Tu vas survivre, dur à cuire, » répliqua-t-il, se penchant vers elle, la voix basse. « Si tu continues à parler comme ça, on aura tous les deux des ennuis. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Malik les aspergea tous les deux avec son pistolet à eau.
Ariana hurla et Marcus éclata de rire tandis que le chaos reprenait. Pendant un instant, tout semblait parfait, simple, désordonné et rempli de joie. Mais la vie, qui savait guérir, savait aussi tester ce qu'elle construisait. La première fissure apparut avec un appel téléphonique tard un soir. Marcus fermait la boutique quand son téléphone vibra. C'était Ronnie. « Homme, tu ferais mieux de rentrer vite », dit Ronnie, la voix tendue. « T'as vu les infos ?» Marcus fronça les sourcils. « Non. » Pourquoi ? Ils s'en prennent à la société familiale d'Ariana. Un journaliste parle de fraude dans l'entreprise de son père. Il cite son nom comme si elle en faisait partie. L'estomac de Marcus se noie. Quoi ? Ouais. Les fédéraux pourraient rouvrir l'enquête. Ça a l'air sérieux, mec. Quand Marcus arriva à la maison, Ariana était déjà sur le canapé, pâle, la télévision défilant des gros titres sur son visage. L'héritage des banques sans danger. Enquête réouverte pour fraude et transferts illégaux. Son nom apparaissait dans le bandeau inférieur. Marcus éteignit la télévision et s'agenouilla à côté d'elle. « Et, ça va ?» Elle secoua la tête. « Il m'entraîne là-dedans, Marcus. Je ne savais rien des affaires de mon père, et maintenant ils disent que j'ai profité d'argent volé. » Marcus prit ses mains. « Tu n'as rien fait de mal, Harry. Tu m'entends ?» Ses yeux se remplirent de larmes. Il pourrait fermer la fondation. Tout ce qu'on a construit pour les enfants disparaîtrait. Marcus serra ses mains plus fort. On se battra, comme on a tout affronté ensemble. Mais malgré ces mots réconfortants, la peur s'était déjà glissée dans son cœur. Le lendemain matin, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Les journalistes appelaient sans relâche. Les anciens associés exigeaient des déclarations. Les dons pour le River Hope Center furent gelés du jour au lendemain, et au troisième jour, une lettre arriva du Federal Bureau of Financial Integrity, convoquant Ariana à Atlanta pour interrogatoire. Elle se tenait à la table, tenant l'enveloppe, les doigts tremblants. « Marcus, si ça empire, s'ils trouvent quelque chose. »« Ils ne trouveront rien, » l'interrompit-il. « Tu n'as rien fait. Mais s'ils pensent que j'ai fait quelque chose ? Mon nom est sur tout. J'ai utilisé l'argent de mon héritage pour financer le centre. Et si tout était entaché ? » Il la regarda droit dans les yeux. « Alors on nettoie tout. » Mais on ne fut pas. Les triplés, qui écoutaient depuis le couloir, pointèrent la tête. « Maman ? » demanda Malik doucement. « T'as des ennuis ? » Ariana força un sourire et se pencha pour le serrer dans ses bras. « Non, bébé. Juste quelques questions. C'est tout. » Zion fronça les sourcils. « On peut voir que ce ne sont pas des gentilles questions. » Marcus se plaça derrière elle, voix calme. « Ne vous inquiétez pas, les garçons. On gère ça. » Les garçons hochèrent la tête, mais la peur dans leurs yeux disait qu'ils en savaient plus que ce que leurs parents voulaient leur montrer. À Atlanta, la salle d'interrogatoire semblait plus froide qu'elle ne se souvenait. L'agent en face d'elle, une femme sérieuse en costume gris, glissa un dossier sur la table. « Madame Coleman, commença-t-elle, vous avez hérité de plusieurs comptes liés à la succession de la banque après le décès de votre père. Certains semblent liés à des transactions offshore datant de plus de 10 ans. Nous devons savoir si vous étiez au courant de quelconque irrégularité. » Ariana prit une respiration profonde. « Non, je ne l'étais pas. Mon père gérait toutes les affaires financières. Je n'ai jamais touché ses comptes avant son décès. » L'agent l'observa attentivement. « Vous avez financé une fondation communautaire avec ces fonds. Si ces actifs sont illégaux, cela pourrait entraîner une saisie de biens. » L'estomac d'Ariana se noua. « Vous arrêteriez un programme qui aide les enfants pour une erreur que je n'ai pas commise ? » « Nous ne décidons pas sur l'émotion, madame, » répondit l'agent calmement. « Nous suivons les preuves. » Quand tout fut terminé, Ariana sortit, le cœur vide. La skyline d'Atlanta brillait derrière elle comme milieu jugeant. Elle appela Marcus dès qu'elle monta dans la voiture. « Ils ne s'en prennent pas à moi, » dit-elle doucement. « Ils s'en prennent au nom de mon père. Mais c'est moi qui dois le porter. » La voix de Marcus sortit, calme et assurée. « Alors changeons ensemble ce que ce nom signifie. » À Riverbank, la tension monta.
Les dons à la fondation cessèrent complètement et des murmures parcoururent de nouveau la ville. Des habitants qui louaient autrefois Ariana l'évitaient maintenant, murmurant qu'elle avait apporté des problèmes de la grande ville dans leur monde paisible. À dîner un soir, Reggie repoussa son assiette. Des enfants à l'école disent qu'on n'a que des belles choses parce que tu les as volées, maman. Ariana s'arrêta. Quoi? Zion hocha la tête. Ils disent que notre famille est fausse. Marcus frappa la table de sa main, les yeux brûlants. Rien de ce qui concerne cette famille n'est faux. Vous m'entendez? Les garçons se turent. Ariana tendit la main et toucha doucement son bras. Marcus, ce ne sont que des enfants. Il la regarda, la mâchoire serrée. Oui, mais leurs parents leur ont enseigné ça. Cette nuit-là, après le coucher des garçons, Marcus s'assit en silence sur le porche. Ariana le rejoignit, enroulé dans une couverture. « Tu es en colère ?» demanda-t-elle doucement. « Pas contre toi. Je déteste juste te voir blâmer pour quelque chose que tu n'as pas fait. » Elle se colla à lui. « Peut-être que c'est comme ça que l'univers s'assure qu'on reste fort. Il nous teste quand le calme devient trop facile. » Marcus ricana amèrement. « Toi et tes leçons de vie, quelqu'un doit empêcher ta foi de rouiller. » Elle le taquina. « Elle tient grâce à moi. » Il sourit faiblement. « Elle tient grâce à toi. » Un mois plus tard, l'enquête tourna en leur faveur. Un lanceur d'alerte de l'ancienne entreprise de Jameson Banks confirma qu'Ariana n'avait aucun lien avec les transferts illégaux. Les gros titres du matin annoncèrent « Famille Banks blanchie. Fraude liée à d'anciens dirigeants. » Quand le reportage passa, Ariana laissa tomber la spatule qu'elle tenait et se couvrit le visage, les larmes coulant librement. Marcus la prit dans ses bras, la tournant dans la cuisine. « Je te l'avais dit qu'on gagnerait. » Les garçons déboulèrent quelques instants plus tard. « Maman, c'est à la télé. Tu es libre. » Ils se jetèrent autour d'elle, mêlant rire et larmes. Ariana leva les yeux vers Marcus à travers la flaque de larmes. « On va vraiment bien? On a toujours été bien. Le monde rattrape juste son retard. » Ce week-end-là, le River Hope Center rouvrit avec plus de bénévoles que jamais. Ceux qui les avaient tourné le dos se pressaient maintenant pour aider, portant des boîtes, des outils et de la nourriture. Lors de la cérémonie, Ariana se tint sur la petite scène, aux côtés de Marcus et des triplés. Sa voix traversa la foule, ferme et assurée. « J'ai appris quelque chose. La vérité ne rugit pas toujours. Elle perdure. Et la famille n'est pas seulement celle qui partage ton sang. C'est celle qui reste quand le monde se détourne. » Des applaudissements parcoururent le terrain. Après que la foule se fut dispersée, Marcus s'approcha par derrière et entoura sa taille de ses bras. « Tu as été formidable, Madame Coleman. » Elle se retourna et sourit. « Nous avons été formidables, Monsieur Coleman. » Il l'embrassa sur le front. « On dirait qu'on a enfin trouvé la paix. » Elle regarda l'horizon où le coucher de soleil peignait le ciel en or. « Peut-être. Mais la paix n'est pas l'immobilité. C'est la force qui continue de tenir. » Marcus hocha la tête. « Alors continuons de tenir. » Alors que la lumière du soir baignait la famille d'une lueur ambrée, le vent frissonna dans les arbres, un murmure de tout ce qu'ils avaient survécu, perdu et reconstruit. Pour les Coleman, la tempête était passée, mais l'amour qu'elle avait forgé était là pour rester. Et dans ce moment silencieux et indestructible, ils savaient que demain leur appartiendrait toujours. Le matin arriva avec l'odeur des pancakes et la musique gospel jouant à la radio. La maison était de nouveau vivante, comme elle l'était toujours les samedis. Ariana fredonnait en retournant les pancakes, portant l'ancienne chemise de Marcus par-dessus son short de pyjama. Les triplés, Malik, Reggie et Zion, n'étaient plus les petits garçons qui s'agrippaient autrefois à sa robe. Ils avaient maintenant 17 ans, grands, confiants, chacun portant un rêve différent. « Maman, tu peux signer mon autorisation ?» demanda Reggie en agitant un papier plié tout en s'asseyant sur le tabouret du comptoir. « L'entraîneur a dit que si je ne le ramène pas aujourd'hui, je ne pourrai pas jouer les finales régionales. »« Finale ?» sourit Ariana. « Tu fais ça sonner comme la NBA. » « C'est la porte d'entrée vers la NBA, répondit Reggie en souriant. Malik grogna. «
Arrête de te mentir à toi-même. Tu rates plus de tirs que Zion ne rate de couvre-feu. Zion lui lança un raisin. C'est faux. Moi, je ne sors même pas comme ça. Marcus entra dans la cuisine, tasse de café à la main. Ne commencez pas à vous battre avant le petit déjeuner. Ils ne se battent pas, dit Ariana. Ils manifestent. Marcus sourit. Manifester quoi? Le chaos? Elle esquissa un sourire. Des rêves, Marcus. C'est pour ça qu'on les a élevés. Il lui embrassa le front avant de s'asseoir. Alors j'espère qu'un de ses rêves inclut de rembourser cette hypothèque. Les garçons rirent, mais sous l'humour se cachait une vérité. La vie restait bien réelle. Phil continuait de passer. Et même s'il n'était pas pauvre, Marcus et Ariana travaillaient dur pour tout faire tourner. La fondation continuait de croître, mais le succès venait avec de nouvelles responsabilités, de nouveaux regards et de nouvelles décisions à prendre. Plus tard dans la journée, la famille se rassembla devant le River Hope Center pour son 3e anniversaire. Le bâtiment avait été agrandi, une nouvelle aile pour les activités périscolaires et un atelier pour les adolescents apprenant un métier. Les bénévoles installaient des stands tandis que les enfants couraient sur le terrain. Alors qu'Ariana vérifiait la logistique, un SUV noir s'arrêta, et un homme en costume élégant en descendit, suivi d'une équipe de tournage. Madame Coleman, appela-t-il. Darius Lane, Channel 7 News. Le sourire d'Ariana se figea. Monsieur Lane, à quoi devons-nous le plaisir? Il tendit une poignée ferme. Nous faisons un suivi sur votre fondation, son développement, votre histoire. Le réseau veut vous présenter dans un segment spécial, Second Chance, la femme qui a transformé le scandale en service. Ariana cligna des yeux. C'est flatteur. Darius sourit. Vous pourriez inspirer des milliers, peut-être des millions. Qu'en dites-vous? Marcus la rejoignit, les yeux prudents. Et le piège? Aucun piège, répondit Darius avec assurance. Juste de l'honnêteté. Les gens adorent les histoires de rédemption. Ariana hésita. La dernière fois que mon nom est passé à la télé, il était lié à un scandale, mais peut-être que cette fois, il pourrait signifier autre chose. Je vais y réfléchir, dit-elle. Réfléchis vite, répliqua Darius. On filme le mois prochain. Alors que le journaliste s'éloignait, Marcus fronça les sourcils. Tu es sûr de vouloir refaire ça? Ariana regarda les enfants jouer. Peut-être qu'il est temps de raconter notre histoire à notre façon. 2 semaines plus tard, le tournage commença. Les Coleman accueillirent l'équipe chez eux, même si les garçons ne pouvaient s'empêcher de se taquiner. Frère, ils vont nous mettre à la télé? Se vanta Zion. Ouais, répondit Malik dans le bruit de fond. Ariana rit alors que la caméra balayait leur table familiale, capturant l'amour et le chaos qui les définissaient. Mais derrière les rires, quelque chose de plus profond bouillonnait. Quand le journaliste demanda à Marcus son parcours, sa voix s'adoucit. Je pensais que le pardon était juste quelque chose qu'on dit pour passer à autre chose. Mais cette femme... Il jeta un coup d'œil à Ariana, les yeux chaleureux. Elle m'a appris que le pardon est un travail. C'est quotidien. C'est aimer même quand ça fait mal. La pièce se tut. Ariana tendit la main vers lui. Quand vint son tour, elle dit. On me disait chanceuse d'avoir retrouvé ma famille. Mais ce n'était pas de la chance. C'était la grâce. La grâce m'a ramené vers les gens que je n'aurais jamais dû perdre. Les caméras capturèrent tout, leur regard, leur silence, l'émotion brute qui n'avait besoin d'aucun script. Cette nuit-là, quand l'équipe quitta enfin les lieux, Ariana resta seule sur le porche, regardant les étoiles. Le son des grenouilles résonnait dans l'air. Marcus la rejoignit, portant 2 tasses de thé. « Tu étais magnifique aujourd'hui, dit-il. Elle sourit. J'ai pleuré 3 fois devant la caméra. Toujours magnifique. Elle rit doucement, se blottissant contre lui. Tu as peur parfois, Marcus? Que tout cela disparaisse un jour. Il resta silencieux un instant. Tout homme a peur de perdre ce qu'il aime. La différence, c'est que maintenant, je sais ce que ça vaut. Son cœur se gonfla. Et ça vaut quoi? Il la regarda, sûr de lui. Tout.
Le documentaire passa à la télévision 2 mois plus tard et devint rapidement viral. Les réseaux sociaux furent inondés de messages de femmes ayant perdu des enfants, de pères ayant fait des erreurs, et de personnes ayant trouvé de l'espoir dans l'histoire des Coleman. Les dons pour la fondation triplèrent du jour au lendemain. Les opportunités affluèrent. Conférences, parrainages, propositions de livres, mais le succès avait ses propres tempêtes. Un soir, en révisant les nouveaux contrats de la fondation, Marcus fronça les sourcils devant les chiffres. Harry, ce contrat avec les sponsors, pourquoi offre-t-il autant pour juste un nom sur une banderole? Elle examina les papiers. Parce que notre histoire vend de l'espoir. Il fronça encore plus. Ou parce qu'ils veulent t'utiliser. Elle soupira. Marcus, c'est du business. On peut utiliser cet argent pour développer le programme jeunesse. Oui, mais s'ils commencent à posséder ce qu'on a construit, ça ne sera plus à nous. Ils se regardèrent dans la douce lumière des lampes, la chaleur de leur maison soudain ombragée par l'incertitude. Il tendit la main, caressant doucement la sienne. Je ne veux juste pas te voir te perdre à nouveau. Je ne le fais pas, dit-elle doucement. Je trouve juste un moyen de faire encore plus de bien. Marcus hocha la tête, mais ne répondit pas. Ils savaient tous les deux que la ligne entre faire le bien et être utilisé pouvait vite devenir floue. Pendant ce temps, les garçons grandissaient plus vite qu'ils ne l'avaient prévu. L'équipe de basket de Rugby se qualifia pour les tournois d'État, et des recruteurs commencèrent à appeler. Zion fut accepté dans un programme d'art d'été à Chicago. Malik, toujours pacificateur, décida de rester proche, aidant Marcus à l'atelier automobile après l'école. Ariana était fière, mais terrifiée, ses bébés devenaient des hommes. Un après-midi de dimanche, alors qu'elle pliait le linge, elle surprit une conversation entre Marcus et Malik dehors. « Tu es sûr de ne pas vouloir partir explorer comme tes frères ?» demanda Marcus. Malik haussa les épaules. « J'aime être ici, papa. Tu m'as appris à réparer les choses. Peut-être que c'est ça que je veux faire. Réparer ce qui est cassé. » Marcus sourit. « Tu le fais déjà, fils. » Ariana s'arrêta, tenant une chemise contre sa poitrine. Elle réalisa à quel point Malik ressemblait à son père. Stable, loyal, inébranlable. Les mois passèrent. L'histoire des Coleman devint un symbole d'amour renaissant, de seconde chance. Mais la célébrité signifiait aussi exposition. Une nuit, après une longue journée de voyage, Ariana ouvrit son téléphone et vit un article en ligne intitulé « De brisée à célèbre, l'histoire d'amour des Coleman est-elle trop belle pour être vraie ?» Le commentaire la piqua. Les gens les accusaient de simuler leur passé pour la gloire, d'exploiter la tragédie. Marcus la trouva dans le salon, les larmes coulant sur son visage. « Et, dit-il doucement, ne te laisse pas atteindre par ça. Ils disent que c'est juste pour le spectacle, murmura-t-elle. Tout ce pourquoi nous avons lutté. » Il s'agenouilla devant elle, lui tenant le visage. « Tu ne dois rien à des inconnus. Nous savons ce qui est réel. Les garçons savent. C'est tout ce qui compte. » Ses yeux brillèrent. « Tu rends ça facile. » Il sourit faiblement. « Ce n'est pas facile. Mais nous avons traversé pire. » Elle rit faiblement. « Tu trouves toujours le calme dans la tempête. Parce que j'ai déjà survécu à l'ouragan. » Quand Rugby gagna son championnat quelques mois plus tard, la famille était dans les gradins, acclamant comme si c'était les finales de la NBA. Les caméras crépitaient, la foule rugissait, et alors qu'il levait son trophée, Ariana réalisa quelque chose qu'elle n'avait jamais compris auparavant. Ils avaient survécu à tout, de la perte au scandale en passant par la célébrité. Et à travers tout cela, l'amour n'était jamais parti. Il avait juste changé de forme. Cette nuit-là, alors qu'il rentrait sous une lune argentée, Marcus prit sa main. « Tu sais, Harry, je crois qu'on vit enfin cette promesse que tu avais faite. » Elle le regarda avec curiosité. « Quelle promesse? Que demain nous appartiendrait. » Elle sourit. « On dirait que demain est arrivé plus tôt. » Il sourit à son tour. « Et il nous reste encore plein de choses à vivre. » Alors que les phares découpaient la route de campagne dans l'obscurité, leur rire remplissait l'air. Une mélodie de résilience, de grâce et d'un amour assez fort pour survivre à toutes les tempêtes qui oseraient revenir.
Et au fond d'elle, Ariana connaissait la vérité. Leur histoire n'était pas un conte de fées, c'était la foi. Testée, marquée, et toujours debout. Demain apporterait de nouvelles batailles, mais ce soir-là, ils savaient l'un l'autre. Et ça, c'était tout. La maison semblait plus calme ces jours-ci. Pas vide, juste différente. Les triplés n'étaient plus des garçons courant dans les couloirs, se poursuivant avec des pistolets à eau. Ils étaient maintenant de jeunes hommes, chacun sur le fil entre le foyer et le monde extérieur. Ce matin-là, Ariana se tenait près de la fenêtre de la cuisine, un café à la main, regardant Marcus charger ses outils dans le camion. La lumière du soleil illuminait parfaitement son visage, et elle sourit. Le temps avait creusé des lignes autour de ses yeux, mais ces lignes racontaient des histoires, celles qu'elle avait vécues, celles qu'elle chérirait pour toujours. Il leva les yeux et la surprit en train de le regarder. « Tu vas rester là à me regarder ou venir m'aider, femme ?» Elle rit en ouvrant la porte. « Tu ne sais jamais demander gentiment. » Il sourit. « Je n'ai pas besoin. Tu m'aimes quand même. Plus que mon café du matin, » plaisanta-t-elle en lui tendant sa boîte à déjeuner. Il se pencha pour l'embrasser sur le front. Voilà ce que c'est l'amour. Ils échangèrent un regard, de ceux qui disent tout sans mots. À midi, les triplés étaient réunis dans le salon, chacun tenant une enveloppe. Ariana et Marcus étaient assis en face d'eux sur le canapé. Alors, dit Marcus, les regardant. Vous avez parlé de vos projets après le bac. On veut entendre ça. Zion prit la parole en premier. J'ai été accepté à l'Institut d'art de Chicago. Bourse complète. La main d'Ariana vola à sa bouche. Oh, mon bébé. C'est incroyable. Zion sourit, mélange de fierté et de nervosité. Oui, c'est loin. Reggie se pencha en avant, secouant la tête. Je pense toujours que tu devrais rester dans l'État. Chicago, c'est fou. Zion leva les yeux au ciel. Tout le monde ne veut pas réparer des voitures, Reggie. Et tout le monde ne veut pas mourir de faim en peignant, répliqua Reggie avec un sourire. Marcus se racla la gorge avant que la discussion ne s'échauffe. Vous avez tous vos raisons, chacun à votre façon. Et toi, Reggie ? Demanda Marcus. Reggie sortit une lettre pliée de sa poche. L'entraîneur dit que si je garde mes bonnes notes, je peux jouer à Georgia State, peut-être même devenir pro si je bosse assez dur. Le cœur d'Ariana se gonfla à nouveau. Je suis tellement fier de toi, mon bébé. Malik resta silencieux. Marcus se tourna vers lui. Et toi, fiston ? Malik haussa les épaules. Je pense que je vais rester. Aider papa avec l'atelier. Peut-être prendre quelques cours du soir. Zion fronça les sourcils. Tu veux vraiment rester ici pour toujours ? Malik sourit. Il faut bien que quelqu'un garde la maison en ordre. Les yeux d'Ariana brillèrent. Elle voyait ses fils, des chemins différents, mais le même cœur. Vous grandissez trop vite pour moi. Reggie se renversa sur le canapé. C'est ta faute, maman. Tu nous as appris à rêver. Marcus rit. Et à travailler assez dur pour les réaliser. Pendant un moment, la pièce fut remplie de rires et de projets. Le son d'une famille construisant de nouveaux futurs. Mais sous cette joie, Ariana ressentait une douleur silencieuse. Elle savait que la partie la plus difficile de la maternité n'était pas de leur apprendre à marcher, mais d'apprendre à les laisser partir. Les semaines passèrent et la maison bourdonnait de préparatifs. Zion rangeait ses carnets et toiles. Reggie s'entraînait plus dur que jamais pour le camp de basket. Malik commença son apprentissage à l'atelier automobile. Un soir, Ariana trouva Zion assis sur les marches du porche, contemplant le coucher du soleil. « Tu es nerveux ?» demanda-t-elle, s'asseyant à côté de lui. « Un peu, admit-il. Je pense sans cesse à vous quitter, toi et papa. Et si je n'y arrive pas ?» Elle sourit doucement. « Alors tu apprendras quelque chose qu'aucune école ne peut t'enseigner. » Il la regarda. « Tu crois vraiment que je peux le faire ? Je sais que tu peux. Tu as mon feu et la patience de ton père. C'est un mélange puissant. » Il rit. « Tu rends toujours ça facile. » Elle passa un bras autour de lui. « Ce n'est pas facile. Mais tu es fait pour les choses difficiles.
Zion posa sa tête sur son épaule. Cet endroit va me manquer. Moi, tu me manqueras encore plus, murmura-t-elle. La veille du départ de Zion, les Coleman organisèrent un dernier dîner familial. La cuisine était bruyante, Reggie plaisantant sur les recruteurs NBA, Malik jouant de vieux morceaux de R&B, Marcus retournant les côtes sur le grill en chantant faux. Ariana les regardait, le cœur si plein que ça faisait mal. Quand la nourriture fut prête, Marcus appela tout le monde à table. « Allez, rassemblez-vous. On va prier. » Ils se tinrent par la main, et Marcus baissa la tête. « Seigneur, merci pour cette famille, pour chaque épreuve transformée en bénédiction, pour l'amour rendu plus fort avec le temps. Protège nos garçons où que tu les mènes et rappelle-leur qu'ils ne sont jamais seuls. Amen. » Après le dîner, ils restèrent éveillés tard à partager des histoires, rire jusqu'aux larmes. Zion offrit à ses parents l'une de ses peintures, l'image de la rivière où il l'avait rencontrée des années plus tôt, l'eau illuminée d'or par le soleil couchant. « Pour quand vous allez me manquer ?» dit-il doucement. Ariana le serra fort dans ses bras, ses larmes imbibant son épaule. « Tu seras toujours mon petit garçon, Zion. Peu importe où tu iras. » Le lendemain matin, la famille conduisit jusqu'à l'aéroport. Le trajet fut presque silencieux, un silence rempli d'émotions inexprimées. Arrivé au terminal, Zion serra d'abord ses frères. « Ne traîne pas, dit-il à Malik. Tu me dois encore $50. Bonne chance pour les récupérer, le taquina Malik. Puis il étreignit Reggie. Fais en sorte que tes tirs valent quelque chose. Toi, assure-toi de signer tes peintures avant de devenir célèbre, répondit Reggie avec un sourire. Enfin, Zion se tourna vers ses parents. Marcus tendit la main, mais Zion le prit plutôt dans ses bras. Merci de ne jamais avoir abandonné. La voix de Marcus se brisa. Jamais, fiston. Puis Ariana s'avança. Va poursuivre tes rêves, mon bébé. Mais souviens-toi d'où est la maison, acquiesça-t-il, les larmes menaçant de couler. Toujours. Ils le regardèrent disparaître dans le contrôle de sécurité. Le trajet du retour leur sembla plus long que d'habitude. Cette nuit-là, Ariana entra dans la chambre de Zion. Ses carnets avaient disparu, mais l'odeur de peinture restait. Elle s'assit sur son lit et trouva une note collée à sa lampe. « Ne pleure pas trop longtemps, maman. Tu nous as appris à voler. Je t'aime pour toujours. » Elle sourit à travers ses larmes, serrant la note contre sa poitrine. Au fil des mois, la vie reprit son cours. L'équipe de basket de Reggie remporta le championnat d'État. Malik développa l'atelier avec Marcus. L'exposition artistique de Zion à Chicago fut publiée dans un magazine. Un soir, alors que Marcus fermait le garage, Ariana arriva derrière lui, téléphone à la main. « Devine qui vient de vendre sa première peinture ?» demanda-t-il en souriant. « Laisse-moi deviner. Notre fils ? $12 000, dit-elle, rayonnante. Quelqu'un l'a acheté lors d'une exposition. » Marcus siffla. « On dirait qu'on a élevé un millionnaire. Je parie qu'il tient ça de sa maman, plaisanta-t-elle. Il rit, la prenant dans ses bras. « Non, il a ton cœur. Ça vaut plus que l'argent. » Elle sourit, posant sa tête contre sa poitrine. « Tu y crois ? Nos garçons ont tous grandi. » Marcus l'embrassa dans les cheveux. « On a bien fait, Harry. Vraiment bien. » Ils restèrent là un moment, la nuit calme, sauf pour les grillons et le bruit lointain de la circulation. Quelques mois plus tard, Zion rentra à la maison pour Noël. La maison s'illumina à nouveau. Musique, rire, odeur de tarte en train de cuire. Les frères se chamaillaient dans le salon tandis que Marcus faisait semblant d'arbitrer. Pendant le dîner, Zion leva son verre. « À maman et papa, les vrais artistes de cette famille, vous avez peint une vie qui vaut la peine d'être vécue. » Tous trinquèrent, les éclats de rire résonnant contre les murs. Ariana regarda autour de la table ses fils, son mari, la maison qu'ils avaient construite à partir de rien d'autre que de l'amour et de la détermination. Les larmes lui piquèrent les yeux, mais cette fois-ci, c'étaient des larmes de bonheur. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde se fut couché, Marcus et Ariana s'assirent près du feu.
Tu te souviens quand c'était juste nous et ces 3 garçons sauvages? Murmura Marcus. Elle rit. Ils sont toujours sauvages. Il hocha la tête. Oui, mais ils ont trouvé leur chemin. Nous aussi. Ariana saisit sa main, leurs doigts s'entrelacèrent. Tu crois qu'on arrêtera un jour de s'inquiéter pour eux? Il sourit. Non. Ça fait partie du travail. Elle posa sa tête sur son épaule. Alors je continuerai tant que je respirerai. Dehors, la neige commença à tomber doucement sur Riverbank, recouvrant le monde de blanc. À l'intérieur, les Coleman profitaient de la chaleur et de la paix, conscients que la vie continuerait de changer. Mais leur amour, leur lien, ne faiblirait jamais. Ils avaient affronté des tempêtes, trouvé la rédemption, et se tenaient maintenant dans une saison de grâce. Et bien que l'avenir leur réserve de nouvelles routes, ils les parcouraient ensemble, main dans la main, pour toujours, en famille. La lumière du matin déferlait sur Riverbank comme du miel, douce et dorée. L'air bourdonnait de la promesse de l'été, les cigales chantant quelque part au-delà des champs. Ariana se tenait à la fenêtre de sa chambre, regardant le soleil grimper. En bas, la cour était vivante. Rire, musique et la légère odeur de fumée de barbecue s'élevant du grill installé par Marcus près du porche. C'était un jour spécial, un jour dont elle avait rêvé pendant des années et qu'elle avait craint de voir arriver trop vite. Ses fils étaient grands. Zion avait 23 ans, un artiste célébré avec des expositions à Atlanta, Chicago et New York. Reggie venait de signer un contrat avec une équipe professionnelle de basket-ball à l'étranger. Et Malik, stable comme son père, dirigeait le Coleman Auto et Restauration nouvellement agrandi avec 6 employés sous sa responsabilité. Chacun était rentré pour le week-end, pour une réunion et pour autre chose encore. Ariana se détourna de la fenêtre et regarda le lit où 3 albums photos étaient ouverts. L'un montrait les triplés bébés, un autre adolescent, et le dernier, le plus récent, rempli des jalons de leur vie adulte. Elle sourit à chaque souvenir, traçant les bords des photos du bout des doigts. Elle ne remarqua pas Marcus entrer avant que ses bras ne viennent l'enlacer à la taille. « Tu regardes encore le passé, hein » murmura-t-il. Elle se pencha contre lui. « Je me souviens juste à quelle vitesse tout s'est passé. J'ai cligné des yeux et ils sont devenus des hommes. » Il l'embrassa sur l'épaule. « C'est comme ça qu'on sait qu'on a bien fait. Tu les as élevés assez fort pour partir. » Elle sourit légèrement. « Tu veux dire que nous avons réussi ?» Il rit. « Toi, tu as fait l'éducation. Moi, j'ai juste construit les clôtures. » Ariana se tourna pour le regarder, les yeux brillants. « Tu as fait plus que des clôtures, Marcus. Tu as construit un foyer. » Il sourit, caressant sa joue avec son pouce. « Et tu l'as rempli de lumière. » Ils restèrent là un moment de silence. 2 âmes ayant affronté des tempêtes, enterré des douleurs et émergé main dans la main. Puis une voix forte retentit de l'extérieur. « Yo, Pop, Mom, vous venez ou quoi ?» Marcus éclata de rire. On dirait que les rois ont parlé. Dehors, la cour ressemblait à un festival. De longues tables garnies de nourriture. Des amis de la famille assis sur des chaises pliantes. La musique battait depuis une enceinte que Zion avait apportée. Reggie lançait un ballon avec quelques anciens coéquipiers tandis que Malik grillait aux côtés de Marcus. Zion, lui, était occupé à croquer la scène sous le grand chêne. Ariana sortit et tous les regards se tournèrent vers elle. Elle rayonnait dans une robe jaune tournesol, ses boucles flottant dans le vent. La voilà, taquina Malik. La reine de Riverbank. Vive maman, ajouta Reggie avec un sourire. Elle secoua la tête en riant alors qu'il l'entourait pour la couvrir de câlins. Vous ne changez jamais. Marcus la rejoignit en lui tendant un verre de limonade. Tu sais qu'ils tiennent ça de toi, hein? Je prends le crédit, dit-elle en sirotant. Au fil de la journée, les rires ne cessèrent jamais. Il y eut de la danse, des récits, des vieux amis se remémorant comment les garçons Coleman avaient jadis causé des ennuis à la moitié de la ville. Mais alors que le soleil peignait le ciel d'ambre et de rose, l'énergie se fit plus douce. Le foyer crépita et la famille se rassembla comme autrefois. Ariana regarda ses fils, son plus grand chef-d'œuvre. Alors,
Racontez-moi ce qui vous attend. J'ai besoin de nouvelles avant que le monde ne vous reprenne encore. Reggie fut le premier à répondre. Je pars en Espagne la semaine prochaine. La saison commence en août. Ils m'ont signé pour 2 ans. L'Espagne? Dit Marcus en haussant un sourcil. Tu ne te souviens plus d'où tu viens, hein? Reggie sourit. J'enverrai des cartes postales de la plage, Pop. Des éclats de rire parcoururent le cercle. Puis Zion prit la parole. J'ouvre mon premier studio ici, en Géorgie. J'ai trouvé un bâtiment près du centre d'Atlanta. Je veux enseigner aux enfants qui ne peuvent pas se payer l'école d'art. Le visage d'Ariana s'illumina de fierté. C'est magnifique, bébé. Zion sourit doucement. Je me suis dit qu'il était temps de redonner, comme vous l'avez fait pour moi. Enfin, Malik parla, d'un ton calme et posé. J'ai économisé, je pense à agrandir l'atelier. Peut-être en ouvrir un second amont. Marcus hocha la tête, approbateur. C'est mon garçon. Il faudra un bon partenaire pour m'aider à le gérer, ajouta Malik en regardant une jeune femme assise non loin. Sa petite amie, Tasha. Les yeux d'Ariana brillèrent. Ah, vraiment? Tasha rougit. On en parlait depuis un moment. Marcus sourit. Eh bien, on sait où aura lieu le prochain mariage. Tout le monde éclata de rire et Tasha cacha son visage. L'air était chargé d'amour, ce type d'amour profond et tranquille qui s'enracine après des années de tempête. À mesure que la nuit avançait, la voix de Zion perça le doux murmure des conversations. Mama, Pop, on peut parler un instant? Ariana et Marcus échangèrent un regard avant de le suivre vers la rive derrière la maison. L'eau scintillait sous la lumière de la lune, cette même rivière familière où tout avait commencé. Zion se tourna vers eux, le visage sérieux. Je voulais vous amener ici pour une raison. Marcus croisa les bras. D'accord, fiston. Tu as notre attention. La voix de Zion trembla légèrement. Je ne serai pas là. Aucun de nous ne le serait si vous n'aviez pas cru quand le monde ne croyait pas. J'ai peint des villes, rencontré des gens avec plus d'argent que je ne peux compter, mais personne n'a ce que nous avons. Il regarda l'eau, les yeux brillants. Tu as construit tout ça, cette famille, cette paix. Je voulais juste te dire merci, pas en tant que fils, mais en tant qu'homme qui comprend enfin ce que coûte un amour comme le tien. La gorge d'Ariana se noua. Elle s'avança et le serra dans ses bras. Tu valais chaque effort, bébé. Marcus hocha la tête, sa voix profonde. Cette rivière nous a pris beaucoup, mais elle nous a aussi rendu tout ce qui compte vraiment. Tous les trois restèrent en silence. Le vent portait le doux murmure de l'eau et l'écho des souvenirs, la noyade, le sauvetage, la renaissance. Plus tard, près du feu, Reggie sortit une petite boîte. « J'ai un truc pour toi, Mama ?» Ariana cligna des yeux, surprise. « Pour moi ?» De la part de nous trois, répondit-il. Elle ouvrit la boîte et laissa échapper un souffle de surprise. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en or gravé des mots « La rivière nous a ramenés à la maison ». Ses yeux se remplirent de larmes. « Oh mon Dieu !» Malik sourit. « Tu nous as sauvés en premier. On voulait juste te rendre l'appareil. » Ariana resta sans voix. Elle les serra tous dans ses bras, un par un, tandis que Marcus essuyait ses yeux en pensant que personne ne regardait. Zion l'aperçut et sourit malicieusement. « Tu pleures, Pop ?»« Non, c'est de la sueur, » murmura Marcus, ce qui fit éclater de rire tout le monde encore plus fort. La nuit avançait. Les amis rentrèrent chez eux. Le feu brûlait doucement et seule la famille restait, blottie, baignée par la lumière des flammes. Ariana posa sa tête sur l'épaule de Marcus, sa main serrant toujours le bracelet. « Tu penses parfois à tout le chemin parcouru ?» murmura-t-elle. Marcus sourit. « Chaque jour. Parfois je me réveille et je n'arrive toujours pas à croire que c'est réel. » Elle le regarda. « Tu crois que les garçons iront bien quand nous ne serons plus là ?» Il se tourna vers elle, les yeux doux mais sûrs. « Ils iront mieux que bien. Nous leur avons donné des racines et des ailes. » Des larmes glissèrent sur ses joues. « Je veux juste qu'ils n'oublient jamais où tout a commencé. » Il hocha la tête vers la rivière au loin. Comment pourraient-ils oublier? Cette rivière fait désormais partie de nous.
Elle ne coule pas seulement à travers cette terre, elle coule dans notre sang. Ils restèrent là, silencieux, tandis que le feu crépitait et que les étoiles tournaient au-dessus d'eux. Le murmure de l'eau répétait son rythme éternel. Le lendemain matin, les Coleman se rassemblèrent pour le petit déjeuner une dernière fois avant que chacun ne prenne sa route. Ariana prépara les plats préférés de ses fils, gruaux, biscuits, poissons chafris. Ils mangèrent, plaisantèrent et promirent de s'appeler chaque semaine. Une promesse qu'elle savait qu'ils rompraient, mais qu'elle aimerait quand même pour l'effort. Quand il fut temps de se dire au revoir, Ariana se tint sur le porche, agitant la main alors que Reggie partait en premier, puis Ayon, et enfin Malik qui la serra un peu plus longtemps que les autres. « Je reviendrai bientôt, Mama, dit-il. Elle sourit à travers ses larmes. « Je serai juste là, bébé. Toujours. » Quand la dernière voiture disparut sur la route poussiéreuse, elle se tourna vers Marcus. Le silence qui suivit était doux, pas solitaire, le genre de silence qui accompagne la fin juste d'une histoire. Il prit sa main. « Tu vas bien ? Je suis fier, murmura-t-elle. Tellement fier que ça fait mal. » Ils descendirent une dernière fois jusqu'à la rivière, le soleil du matin reflétant ses ondulations. « C'est drôle, dit Marcus. Avant, je détestais cette eau. Je pensais qu'elle m'avait trop pris. Et maintenant ? » Il sourit. « Maintenant je comprends qu'elle ne faisait que te ramener à moi. » Ariana posa sa tête sur son épaule. « Peut-être que c'est ça, l'amour. Pas parfait, juste persistant. Comme la rivière, acquiesça-t-il. Toujours en mouvement, toujours trouvant son chemin vers la maison. Ils restèrent là, dans la lumière chaude, deux âmes qui avaient tout perdu et tout retrouvé, écoutant le courant murmurer autour de leurs pieds. Pendant des années, la rivière avait porté douleur, secret et miracle. Maintenant, elle portait la paix. Ariana ferma les yeux, laissant le son l'envelopper comme une prière. « On l'a fait, Marcus, murmura-t-elle. On l'a vraiment fait. » Il l'embrassa sur la tempe. « Oui, bébé, on l'a fait. » Et alors que le soleil montait plus haut, la rivière scintillait comme du verre. Sans fin, intacte, vivante, tout comme les Coleman. Toujours fluide, toujours chez eux. C'est Monsieur Hope ici. Si vous avez regardé cette histoire jusqu'au bout, je veux vous dire merci. Dites-moi dans les commentaires. Ariana méritait-elle cette seconde chance avec Marcus ? Lequel des triplés vous a volé le cœur ? Et si vous étiez à la place d'Ariana, auriez-vous fait tout ce qu'elle a fait pour ces garçons ? Je lis, j'aime, je réponds. Alors, n'hésitez pas et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine histoire. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire m'aide à continuer de vous raconter de belles histoires émouvantes comme celle-ci. Restez bénis, restez aimés, et à la prochaine.